Voilà, c'est parti pour cette réunion que j'ai intitulée Enfance libre, euh, en référence au nom du mouvement que Marjorie et moi on a lancé en février 2019. Donc voilà, Marjorie et moi, ça m'a impliqué, on va dire, dans le conflit politique qui oppose depuis, j'ai envie de dire presque toujours, les familles qui instruisent leurs enfants et l'État qui semble avoir une grosse préférence pour que ce soit l'État qui instruise les enfants. Je pense que tout le monde a reçu la nouvelle et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc, le président a annoncé que il souhaite rendre l'école obligatoire à partir de la rentrée 2021. Et ce que je proposerais, c'est de faire une réunion en deux temps, un peu à l'image du live que Marjorie et moi on a fait hier. Un premier temps où on partage des témoignages, des réactions par rapport à ce qui se passe. Euh, et puis un deuxième temps où on évalue qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on se prépare à la suite et qu'est-ce qu'on compte faire à l'avenir pour dans ce conflit politique. Je pense qu'on pourrait passer à peu près 1 heure et demie ensemble, consacrer la première demi-heure au côté plus réaction et émotion, et après 1 heure à tout ce qui est plus, voilà, j'ai envie de dire rationnel et comment faire pour faire valoir notre droit fondamental à instruire nos enfants. Je vais aussi, vu qu'on est une cinquantaine et potentiellement plus en cours de réunion, cadrer pas mal le temps de parole pour, voilà, pour, pour assurer qu'il y a il y a un équilibre du temps de parole. Et j'ai pensé que 3 minutes par prise de parole, c'est pas mal. En 1 heure et demie, ça veut dire qu'une trentaine de personnes pourront s'exprimer, ce qui est pas mal. Donc 3 minutes, ce serait un maximum. Et vraiment, à 3 minutes, vous serez invité à terminer votre propos. Je me rends compte que j'ai oublié d'amener un timer, donc je vais aller en chercher un. Et puis, oui, à la limite, mon téléphone est en train de charger dans le salon. Merci. Et puis, c'est parti. Je veux bien. Alors, pour distribuer la parole, il y a un outil sur Zoom qui permet de lever la main, il me semble. Non, j'arrive pas à le voir. Donc, on va utiliser le chat. Donc, faut appuyer sur converser en bas sur votre écran. Et là, le chat apparaît. Et quand quelqu'un met un P dans le chat comme ça, c'est un signal que la personne souhaite prendre la parole. Voilà, comme je viens de faire. Merci. Voilà, donc la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle? Et notamment, comment est-ce que vos enfants réagissent à cette nouvelle? Alors, vas-y, Stéphanie. Bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? C'est Oui. bon? Ouais. Écoute, nous, ça a été hyper violent. Je suis passée par plein d'émotions. Il y a eu de la nausée, des écœurés, beaucoup de colère, après la tristesse. Et puis à un moment donné, j'étais en train de jouer avec mes enfants et je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas arrêter tout ça comme ça. J'en ai parlé avec les enfants. La première réaction de ma fille, c'était oui, on va faire la révolution. Enfin, elle était très, très, très volontaire à vouloir absolument défendre ses droits, ça c'est certain. Et aujourd'hui, après donc un peu de jours de laisser un peu passer tout ça, on s'est dit de toute façon, on va se battre, ça c'est certain, mais ils ne retourneront pas à l'école, ils ne veulent pas repartir à l'école. Donc, on serait dans un cadre, on va dire, on serait hors la loi, voilà, en dehors d'aujourd'hui, on est entre guillemets hors société, hors moule, on continuera dans la même dynamique. Parce que au-delà de l'IEF, je pense que c'est même, c'est une liberté fondamentale, quoi. Donc même pour les gens qui adhèrent ou n'adhèrent pas à cette façon d'instruire les enfants ou de vivre, c'est juste une de nos libertés qu'on est en train de nous enlever, quoi. C'est juste pas possible.
Donc, j'essaie de mobiliser en fait le maximum de gens autour de moi pour leur faire prendre conscience de ça. C'est qu'au-delà d'adhérer ou pas à ce choix de vie, c'est que c'est une de nos libertés qu'on nous enlève encore, quoi. Voilà. Donc, voilà, donc c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, et puis il faut y aller, quoi. Alors après, de la manière dans laquelle on va y aller, j'en sais rien, mais ouais, il faut absolument, il faut pas se laisser faire, quoi. Faut qu'on y aille, quoi. Voilà. Merci. C'est à Damien. Bonjour tout le monde, on m'entend? Oui. Alors, Damien, pour situer un peu, on est une famille IEF avec donc Damien, ma femme Léa et nos deux enfants, donc Elior 2 ans et Nili 6 ans. Donc, on fait l'IEF avec Nili depuis le début, en fait, en homeschooling. Est-ce que tu as Et une webcam pour qu'on te voit? alors, attends, tac, Voilà. je sais pas si on voit, nickel. Oui. Donc les sentiments, la météo du jour, c'est que ça a été un choc, vraiment un gros choc, l'annonce d'hier, parce qu'en effet, c'est choqué, révolté, et en même temps on se sentait impuissant, perdu dans toutes les infos qui étaient données hier. Et puis, je sais, c'est vraiment c'est d'être perdu en fait dans ce qui a été dit, parce que pour nous, l'IEF, c'est un choix par rapport à comment on veut élever, éduquer nos enfants. Et là, en fait, on nous l'enlève purement et simplement. On n'aurait pas le choix. Là, l'impression que j'ai eue hier, c'est on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le président a annoncé ça, ça va se lancer, complètement impuissant. Et c'est cette impuissance qui fait que justement, j'ai envie d'agir pour une des premières fois de ma vie à ce niveau-là. C'est vraiment vital, c'est vraiment important pour nous, parce que on part sur des explications de pourquoi on enlèverait l'IEF par rapport aux problèmes de sécurité nationale, et cetera. Enfin, tout le tralala qu'on a entendu hier, et il reste nous, en fait. Il reste les gens qui font ça pour des raisons vraiment valables, profondes, pour que nos enfants s'éveillent autrement. Et on nous l'enlève, on enlève ce droit, c'est un droit fondamental, c'est vraiment le droit de l'enfant d'être libre. Et c'est hier, Nili, donc là, sa première réaction quand elle a attendu qu'on parlait de ça, c'est non, 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 c'est pas possible, moi je vais pas à l'école, on va écrire à monsieur Macron. Elle parlait avec sa copine à côté de Lali pour lui expliquer qu'il peut faire, monsieur Macron peut s'occuper, peut, comment dire, obliger ses enfants à lui d'aller à l'école, mais pas nous. C'est pas lui mon père. C'est pas lui qui décide pour moi. Et c'est pourtant, elle a 6 ans, et cette faculté d'être aussi sûre d'elle, parce que c'est pas nous qui l'avons poussée à dire ça ou quoi, ça venait de sa tête, et d'être aussi sûre d'elle par rapport à son envie de continuer. Alors je parle bien de son envie de continuer à apprendre comme elle est en train de faire, et c'est pas qu'elle a pas envie d'aller à l'école, c'est qu'elle a envie d'apprendre comme elle est en train de faire. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous l'empêche pas d'aller à l'école, on, c'est elle qui décide. Si demain elle veut y aller, elle ira. Mais c'est les enfants ont cette envie, et on a eu plein de témoignages. Nous ici, on est en Alsace, on a eu plein de témoignages d'enfants en Alsace où ça part de l'enfant. C'est l'enfant qui veut continuer à apprendre comme ça. C'est l'enfant qui aime cette liberté d'apprendre comme il veut des choses, des choses qu'il a envie d'apprendre au moment T. Et enfin voilà, c'est très important pour eux aussi, c'est très important pour nous, parce que ça nous tient à cœur, mais surtout pour l'enfant. Et l'enfant, là, quelle parole il va avoir par rapport à cette obligation légale en plus d'aller à l'école? On n'en sait rien. Et moi, c'est ce que j'ai envie de défendre, c'est la voix de l'enfant, c'est mon enfant, c'est nos enfants, que vraiment j'aurais envie de pouvoir défendre jusqu'au bout. Et comme j'ai déjà dit, je ne l'ai jamais fait. Et je m'étonne moi-même à être aussi motivé à pouvoir défendre la voix de l'enfant. L'enfant qui veut continuer à apprendre comme ça, et l'enfant qui veut être libre de pouvoir le faire comme il l'entend. Voilà, Merci. la voix de l'enfant. C'est tout. Je rends la parole. Merci Damien. Alors à un moment donné, vous avez entendu le donc ça c'est le timer qui sonne, et puis quand ça sonne, c'est là que je vous invite à abréger le propos.
Euh, Merci beaucoup, Damien. C'est à Clara. Attends. Bonjour tout le monde. Euh, Nous, on est tous là. Euh, Nous, quand on a appris, enfin moi j'ai appris la nouvelle et au début, je crois que j'ai eu quelques minutes en déni avec une réaction un peu pour faire semblant. Oh là là, mince, j'ai pas tout de suite compris. Et puis j'ai dit plusieurs fois que ça m'avait fait un peu l'effet, j'avais l'impression d'avoir 10 ans et de me rendre compte que la mort c'était pour de vrai, qu'on allait vraiment mourir, c'était pas comme dans le film. Et donc ouais, j'ai été sous le choc, ça a été super difficile vendredi. Surtout que bah, ça touchait. Alors, Lucas, la réaction qu'il a eue, il a même pas dit qu'on allait se battre ou quoi. Il a dit bah non, je veux pas à l'école. Je vois pas où est le problème en fait. De toute façon, j'irai pas, donc voilà. Euh, Moi, enfin, je veux dire, ça m'a touchée par rapport aux enfants, mais aussi par rapport à tout notre mode de vie, en fait. Parce que moi, le homeschooling, c'est vraiment, enfin, c'est une philosophie de vie et j'ai organisé ma vie entière autour de ça. Mon activité professionnelle est non seulement organisée autour de ça, mais nourrie par ça. Mathieu, c'est pareil. Euh, et donc, du coup, c'est toute notre, au-delà de remettre ou pas les enfants à l'école, c'est tout notre équilibre familial et idéologique qui est remis en question, quoi. Et vous entendez? Ça a coupé juste pendant 5 secondes. Ah ouais, ok. Donc ouais, je disais que c'était le plus sidérant, c'était ça, c'était le côté instabilité familiale générale. Et en fait, bah, je rejoins ce que disait Damien tout au début de son discours, c'est que à partir du lendemain, à partir d'hier, j'ai commencé à voir à quel point tout le monde bougeait. Et c'était tout d'un coup, je me suis rendu compte que alors j'ai aussi une chose importante, donc j'ai appelé le papa de Lucas qui n'est pas Mathieu. Et il m'a dit, la régie, il a dit ah ouais, ah ouais. Et en fait, lui, il est allé, il était dans les gilets jaunes à fond, il est sorti dans la rue. Et en fait, sa réaction, elle a été super, genre, bah oui, en fait, ça pend au nez à tout le monde. Et en gros, notre discussion a été de se dire, en fait, la guerre arrive petit à petit dans les salons de chacun. Et moi, en fait, je la regardais de loin, mais elle n'était pas encore arrivée là. Et ça m'a aussi on est de plus en plus chacun touché par cette guerre-là qu'il avait annoncée 6 fois dans son allocution pendant le Covid. Là. Et donc voilà, donc là, j'ai la sensation que pour la première fois, moi aussi, je me sens concernée et je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux plus être dans ce paradoxe à moitié je profite du truc, à moitié je ne suis pas d'accord. Donc là, j'ai aussi envie de m'investir vraiment. Donc moi, ça m'a donné l'idée, j'ai fait passer un message sur les groupes unschooling et tout. Donc on va organiser une résidence d'artistes les semaines prochaines pour structurer des projets autour de l'art vivant, sacré et insurrectionnel. Pour structurer voilà, des performances, des spectacles de rue, je pense, principalement, ou en tout cas pour se réapproprier la scène publique, pour aller parler à l'humain, en fait, et que ce soit du unschooling ou que ce soit des violences policières ou que sais-je, mais pour aller réveiller l'humain, en fait, derrière les gens et leur dire, bon, bah voilà, regardez, là, je vous parle à vous dans les yeux. Attends, bah, si tu veux rester là, il faut que tu fasses doucement. Et donc voilà, donc, moi c'est. Pardon? Les 3 minutes sont écoulées. J'ai pas entendu rien. Ah ouais, ouais, voilà, j'ai terminé. Merci. Merci Clara. Eh bien, vous êtes waouh, pas mal à attendre de parler. Je ne sais pas si on aura le temps de tous vous donner la parole. On va passer encore une vingtaine de minutes sur les réactions. Et on va se dire que voilà, si ça résonne avec des personnes que vous avez déjà entendues, soyons peut-être dans un esprit où on essaie de construire les uns par-dessus les autres. Voilà, une suggestion comme ça. C'est à Céline.
Oui, bonjour. En fait, c'est Antoine qui parle, hein, mais la connexion est assez ligne puisque c'est ma compagne. Donc, nous, on revient des rencontres du bout du monde. Ma fille les a appelées les rencontres de la fin du monde, du coup, donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu aussi ma mère au bout du fil qui est pas tellement d'accord avec moi. Elle s'est épanouie à l'école parce qu'elle avait une famille assez dure. Et par rapport à nos réactions, elle a simplement dit ah ben, encore une privation de liberté pour l'ensemble de la population, parce que ce n'est pas seulement nous qui sommes touchés, je trouve. Il y a aussi les 60 millions de Français qui ont une de leurs libertés de mettre leurs enfants à un moment ou un autre hors de l'école, s'ils y avaient aspiré, même s'ils n'y ont jamais pensé. Donc c'est un combat pour nous, mais comme toutes les libertés, elles sont grappillées de droite et de gauche. Et finalement, ce qu'on appelle ici une démocratie, il va en rester. Et donc les combats, j'ai entendu parler des gilets jaunes, choses comme ça. Effectivement, il y en a plein. Et à un moment donné, il va falloir les rassembler. Bon, je suis un peu ému, hein, vous l'avez entendu, je ne sais pas qui se. Mais voilà, c'était mon petit message. Et donc, dans cette émotion, je voulais partager ça, cette idée que, avant tout, c'est effectivement quelque chose qui nous touche à nous aujourd'hui et maintenant, mais ça peut toucher les autres demain. Et voilà, essayer de partager ça, et, essayer de faire comprendre ça à tout le monde. Et c'est un ami qui me disait, qu'il est avec moi, que hier, j'étais peut-être pas concerné par je sais pas, l'esclavagisme, des choses comme ça. Et je ne sais plus quel philosophe disait ça. L'autre jour, je n'étais pas concerné par, je ne sais pas, la Shoah, tant pis. Et aujourd'hui, je suis concerné. Donc, les combats, en fait, contre les privations de liberté, ben, c'est tout le temps, toujours et même pour les autres. Il faut essayer de trouver de la compassion. C'est pas évident. C'est pas évident de se projeter dans les privations de liberté. Et aujourd'hui, c'est la nôtre. Donc, on va être actif. Mais en fait, en réfléchissant, c'est tous les jours. Et j'ai bien aimé le message de ma mère, qui est pourtant, à la base, contre l'idée de ne pas aller à l'école. Et qui m'a dit, bon ben ouais, mais là, ça me prive d'une liberté aussi. Et un autre jour, ça sera peut-être une autre liberté. Merci. Merci, c'est à toi Thierry. Oui, bonjour à tous. Alors, brièvement, donc moi je suis complètement solidaire. Bon, vous avez vu, je suis un senior. Mes enfants maintenant sont grands. Sauf que, alors, il y a deux raisons. D'abord, j'ai eu une fille qui a été jetée du système scolaire et j'ai passé 4 ans de ma vie à me défendre contre le. Excusez-moi. Et enfin, c'est pas le sujet de l'école qui dysfonctionne. Je suis bien d'accord. Mais je suis complètement solidaire parce que, effectivement, à l'époque, j'ai pas réussi donc à faire en sorte que ma fille rentre dans une école alternative, donc école démocratique, où effectivement on avait envisagé de l'instruction à la maison. Bon, ça c'est la première raison qui me fait que je suis ému, solidaire, furieux quelque part. Et la deuxième raison, c'est que du coup, j'ai arrêté un peu ces combats contre l'institution qui étaient, bon, je passe de longues histoires. Et depuis quelques mois, donc, on a monté un collectif pour créer un village démocratique, hein, merci Ramin, et ça remet en cause le projet dans le sens où on n'avait effectivement pas prévu de créer une école, on n'avait pas prévu nécessairement d'être proche d'une ville. Il y a 7 enfants. Et donc, aujourd'hui, on en a encore parlé longuement hier soir, le projet, on ne sait plus trop comment faire, quitte même à partir à l'étranger. C'est complètement fou. Alors, on espère tous que la loi ne passera pas, que tout ça va changer, mais on est dans une. Enfin, voilà, ce sont des décisions qui tombent comme ça, qui sont irréfléchies, qui sont. Je ne parle même pas de perte de liberté à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc les seniors, je pense, sont pour une bonne part très solidaires, même s'ils ont plus d'enfants en IEF. Voilà, j'ai dit. Merci. C'est à Alain.
Oui, bonjour. Donc, c'est Clarisse. Je suis désolée, j'ai aussi le portable d'Alain. Voilà. Donc, moi, ma première réaction, j'ai tout de suite compris. Parce qu'en fait, je crois que, comme le disait, je sais plus lequel d'entre nous, petit à petit, on voit bien que ça gagne tous les domaines. Le problème, c'est que, à mon sens, ça touche à chaque fois quelques minorités. Parce qu'il faut pas se leurrer, voilà, on est une minorité. Et ce qui me fait peur, c'est que dans le combat qu'on va devoir mener, euh, on n'est pas tout le soutien, je veux dire, nécessaire, et que finalement, on ne soit qu'une petite goutte d'eau, enfin, qu'on n'ait pas les appuis, et qu'en fait, on ne soit pas tous les Français solidaires. C'est ce qui me fait peur. Je suis vraiment dans un état depuis vendredi, je crois que j'ai jamais été comme ça. Clara, tout à l'heure, parlait de guerre. Franchement, j'ai vraiment cette sensation-là. Je me dis, mais ça y est, ça arrive, quoi. Pour moi, mon enfant n'appartient pas à l'État. Enfin, quand j'ai 4 enfants, on a juste Mila Rose qui est déscolarisée. Les autres sont grands. Mais on a pris cette décision, voilà, c'est pour des raisons qui nous appartiennent, comme tout un chacun. Et là, on nous prive de nos enfants, c'est-à-dire les générations à venir. Ben, si cette loi passe, on fait des enfants, mais il faut savoir qu'à 3 ans, on vous les prend. Donc, et ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que on nous les prend, on nous les met en institution, on nous fait bien sûr les 11 vaccins, voire peut-être 15 ou 20. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pour moi, c'est un cauchemar, quoi. Voilà. Euh, et en plus, le prétexte, donc son discours, c'était sous prétexte du séparatisme, donc du terrorisme, et que je sache, l'école de la République n'a jamais empêché de faire des terroristes, puisque, je ne sais pas, je pense à Mohamed Merah, il a fréquenté l'école de la République sur Toulouse, et les autres, voilà, donc là, c'est un amalgame, on nous dit il ne faut jamais faire d'amalgame, mais c'est là, c'est le président qui fait un amalgame. Tous autant que nous sommes, je pense que, voilà, moi, j'ai jamais rencontré euh, de gens qui faisaient l'IEF, bon, pour des raisons politiques ou terroristes, ou enfin, je ne sais quoi. Euh, donc voilà, moi je crois que notre combat, ça va être surtout de s'unir et d'essayer de fédérer autour de nous. Et moi aussi, j'ai pensé aussi, je ne sais plus qui c'est qui le disait, honnêtement, ce matin, j'ai essayé de voir dans ma tête où est-ce qu'on pouvait partir, quoi. Partir de la France, parce que ça va, enfin, on n'en peut plus, mais en même temps, je me dis, c'est ce qu'ils veulent. Et je me dis peut-être que il nous faut lutter, enfin, voilà, il nous faut, du moins, il faut se battre jusqu'à un certain point. Et, et j'espère qu'on va être tous solidaires, qu'on va fédérer autour de nous. Moi, j'ai mes parents, des amis. Je crois que ça y est, je crois que j'ai j'ai entendu le vite. Mais voilà, j'essaie de convaincre, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas en US, qui sont convaincus parce que c'est vraiment une privation de liberté. Merci. Merci Clarisse. C'est à Aurélie. Eh ben, bonjour tout le monde. Je suis contente de me retrouver avec plein de gens concernés par ça ce matin. Je me rends compte que j'ai l'émotion qui monte petit à petit parce que moi, pour le coup, l'annonce de vendredi, je pense que je suis dans le déni un peu. Parce que je me suis sentie très vite concernée par « Ah ben tiens, il faudrait quand même que je me rapproche des assos, que… » Voilà, enfin, comme s'il y avait forcément une solution, que c'était pas possible. Donc je pense que je suis un peu dans le déni encore. Et quand j'entends tout le monde et on va dire l'émotion qui s'est un peu emparée de tout le monde, je commence un petit peu à atterrir peut-être. Ouais, parce que je pense que la veille, je me baladais en ville et je me disais, tiens, c'est un des points positifs du Covid, c'est qu'on n'entend plus parler d'islamisme, de terrorisme ou quoi que ce soit. Et en fait, non, c'est arrivé le lendemain, donc voilà. Donc ça m'a vite rattrapée. Et je me suis dit tout de suite, bah, c'est peut-être une annonce avant les élections, donc ça va pas aller. Mais bon, je me dis c'est plutôt pas mal qu'on soit réunis là et qu'on puisse au final, bah, quelque part avoir une espèce de fédération des IEF en France, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où chacun on fait un petit peu, on évolue et on essaie de construire dans son coin, et au final d'avoir quelque chose qui nous permette d'être un petit peu posé, ou quand il y a besoin de parler
pour et au nom de l'IEF, eh ben, c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir avoir le plus de personnes sympathisantes possible, quoi. Donc, en termes d'émotion, là, je pense que je suis un petit peu, je suis un petit peu perdue parce que j'étais très optimiste en me disant non, non, on va se réunir, on va en discuter, c'est un gros malentendu. Et puis, peut-être qu'il faudra un peu plus que ça. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci. Je pense qu'on aura encore le temps pour 3 prises de parole sur cette première phase. Désolé, du coup, il y aura beaucoup de frustrés, mais voilà, on est 60. Avant de passer à la prochaine étape où on parlera concrètement de comment faire pour. C'est à Emmanuel. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais la première réaction qui m'est venue, en fait, direct, ça a été un énorme choc. Les larmes qui sont sorties, enfin, je me suis mise à chialer toute seule, c'est sorti tout seul. Et en fait, ce qui me venait, c'est ah mais ok, j'aurai pas d'enfant en fait. J'aurai jamais d'enfant, je vais pas pouvoir avoir d'enfant si en fait je suis obligée d'aller les mettre à l'école publique. Et ben voilà. Et c'était hyper violent parce qu'en fait, justement, je suis dans une phase de ma vie où je pense devenir maman. Et c'est venu, mais genre, briser ça d'un coup. Parce que du coup, j'imagine le unschooling, en fait. Et j'imagine enfin, voilà, élever un enfant dans ces conditions-là. Et du coup, que ce soit pas possible, c'est hyper, hyper violent à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, je m'interroge, je me dis, mais du coup, si ça passe, est-ce que vraiment je vais pas avoir d'enfant? Enfin, c'est ouf, en fait. Ça vient vraiment me questionner à cet endroit. Et je me dis, c'est pas possible que ce choix de vie, c'est tellement important, ça puisse être mis en cause par une loi comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour donner un peu un point de vue de quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Et du coup, je me suis dit, en fait, sinon, je vais être intraitable avec l'éducation nationale parce que du coup, s'il n'y a pas le choix que de les mettre là, ils ont intérêt à s'ouvrir et ils ont intérêt à changer, en fait. Et que du coup, un des moyens d'action, ça pourrait être après ah ok, vous mettez tout dans l'école publique, alors l'école publique, elle va changer et on va tout faire pour, quoi. Bon, mais c'est pas vraiment une solution, hein, mais c'est un truc qui m'est venu. Ouais, et du coup, je veux juste dire aussi que je m'inquiète du coup, pour l'IEF, mais aussi pour les écoles alternatives, notamment hors contrat, notamment les écoles démocratiques. Et voilà, et juste ne pas les oublier aussi dans tout ça. Et j'imagine s'organiser aussi de leur côté, mais il y a quand même une grosse menace, il y a un gros flou par rapport à ça. Il a quand même glissé qu'il allait renforcer les contrôles, en gros. Et du coup, je pense que c'est déjà hyper compliqué actuellement pour ces écoles. Donc là, je me dis, est-ce qu'elles vont pouvoir survivre? On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais ça sent très, très mauvais. Voilà. Et en fait, ce matin, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon avait répondu au truc de Macron en disant que lui, il était complètement pour l'interdiction de l'IEF et aussi que ce serait bien que Macron en profite pour fermer les écoles hors contrat, que ça devrait être supprimé, que ça ne devrait pas exister. Et du coup, voilà, je suis aussi en train de regarder un peu c'est qui les adversaires politiques et c'est qui les alliés qu'on a. Et je ne sais pas qui est vraiment allié, en fait, et je ne sais pas, je sais pas qui on peut trouver. Voilà. J'ai fini. Merci Emmanuel, ça me chagrine vraiment énormément de t'écouter. C'est à Valérie. Bonjour, moi je suis une maman de 4 enfants. J'ai eu besoin de l'IEF il y a quelques années quand j'ai dû passer mon bac, une année, et j'ai des parents fonctionnaires qui m'ont mis à l'IEF et ça a fonctionné. J'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui sont allés dans l'école normale, 2 qui ont leur master. Enfin, j'en ai une qui est en train de le passer, l'autre qui a déjà, la 3e qui a eu la licence. C'est dire que l'école classique, c'est un classique chez moi. Et puis j'ai le 4e qui rentre en 3e, là, qui n'est pas bien. Je me bats avec lui depuis la 6e pour qu'il aille à l'école, parce que pour moi, il faut aller à l'école, il faut qu'il y aille. Je me suis battue, mais vraiment, au point où j'ai dû appeler les pompiers. Il a été suivi par le pédopsie, la maison de l'adolescence, des crises de nerfs, a balancé tout dans la maison. Vous pouvez imaginer le calvaire qu'on a subi pendant 2 ans là. Des rendez-vous avec les professeurs, avec les directeurs, il a même été jusqu'à avoir des médicaments pour se calmer. On a failli tomber dans la maltraitance. Vous imaginez ce que ça a donné. Et puis là, il y a eu le Covid, ça a été un bonheur parce que tout s'est très bien passé pendant le Covid.
C'est un très bon élève, mon fils. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs, très intéressants, très intéressés, etc. Mais l'école, ça lui va pas. Ça lui va pas. Trop de pression. On lui parle du brevet depuis la 6e, ça lui va pas. Et l'été s'est très bien passé. Et là, la rentrée est arrivée. On a acheté les affaires. Et la veille de la rentrée, ça a été mais une horreur. Vous imaginez pas. J'ai passé ma journée à pleurer et lui à hurler dans tous les sens. Au point où le soir, j'ai décidé de lâcher prise. Et non, l'école, c'est fini. Mon fils, ça fait 2 ans qu'il parle d'arrêter l'école à 16 ans, de devenir équipier McDo, de devenir caissier. J'ai pas de critique contre ce genre de métier, mais enfin, c'est pas une ambition pour un enfant de 13 ans, de 14 ans. Et puis, j'ai lâché prise et je lui ai dit, OK, on fait l'école à la maison, on va voir ce qui se passe. Donc là, on est en pleine démarche, on fait plein de choses. Et l'école nous soutient. Je suis dans une école privée, catholique, et les directeurs, les professeurs me soutiennent dans cette démarche en disant, oui, il a besoin de faire une pause. Si jamais il a besoin de revenir, il reviendra, il n'y a pas de souci. Mais qu'il fasse l'école à la maison pendant 1 an, après, il verra. Et puis, même le médecin scolaire est d'accord. Donc, nous attendons les démarches, etc., pour avoir le CNE déréglementé, mais on n'a pas attendu d'avoir ça, on a commencé l'IEF cette année. Et là, on avait une solution. Mon fils commençait à envisager l'avenir. Je veux faire des études, je veux faire des choses, etc. Désolé, il y a eu un bug. Valérie, Pas de souci. Je disais que là, on avait enfin un avenir. Mon fils allait pouvoir faire quelque chose de sa vie et réenvisager un avenir. Et là, ça tombe. Et mon avenir, c'est quoi? Notre avenir à tous les deux, c'est quoi? C'est de recommencer les médocs, recommencer les crises, courir autour de la table, faire appel aux pompiers. Voilà dans quel état on est ici. On ne se voit pas faire ça. C'est pas possible. On avait un avenir, on n'en a plus. Voilà. Et puis en plus, on est des islamistes. Mais en quoi est-ce que je suis une islamiste? Je suis reclus chez moi. Non, quoi. Non, je ne comprends pas. C'est la sidération complète. Voilà. Merci à vous. On n'est pas tout seul. Merci Valérie. Je donne encore la parole à David et Coralie. Et sur cette phase-là, ce sera les derniers. Et ensuite, je poursuivrai la liste de paroles telle qu'elle est. Et voilà, j'aiguillerai dans le sens de la deuxième phase de la réunion. Et en même temps, si des personnes veulent continuer à exprimer leur témoignage, je pense que je vais laisser libre. Allez-y, c'est à David et Coralie. Bonjour à tous, donc nous sommes David et Coralie, nous sommes parents de 2 enfants, Lilou et Noah, qui ont 12 ans et 10 ans. On porte un projet qui s'appelle La Bulle de Conscience, qui est un projet expérimental, et nous, c'est suite à des maltraitances éducatives dans le système scolaire que nous avons fait le choix à un moment donné de proposer l'instruction en famille à nos enfants, il y a 4 ans et demi. À travers un choix vraiment de leur proposer le unschooling, c'est-à-dire de respecter leur rythme d'apprentissage naturel, où les premières inspections se sont très bien passées. Et puis, suite à un changement d'inspecteur, nous avons eu des rapports très négatifs avec une obligation de résultat qui n'était pas respectueux de la législation. Et nous, tout ce qu'on vit là actuellement par rapport à cette annonce d'Emmanuel Macron, nous l'avons vécu depuis juin 2019, où nous avons eu une injonction de rescolarisation. Donc, nous faisons partie des 2% de la population à qui ça arrive, puisque nous sommes restés alignés avec nos choix pédagogiques, notre liberté pédagogique, malgré les attentes de l'éducation nationale, mais dans un élan de collaboration, d'échange et d'envoi de tout ce qui pouvait exister de recherche scientifique sur cette manière d'accompagner les enfants dans le plus grand respect de leurs besoins, de leur rythme biologique et naturel. Et en tout cas, nous, on a vécu cet état de sidération, cet état, tout ce qui est réaction au stress, la fuite, la sidération, l'attaque. Et en fait, on a vraiment pris soin d'aller voir à l'intérieur ce que ça faisait pour aller libérer nos propres blessures et puis rebondir et se saisir de cette opportunité pour en tout cas créer une école qui permettrait de respecter les besoins de nos enfants et aussi de nombreux autres enfants qui
qui ont été déscolarisés pour difficultés et incompatibilité de besoins. Donc voilà, donc ça fait nous depuis juin 2019 que nous sommes considérés hors la loi, puisque nos enfants sont ni en IEF ni scolarisés, mais on est totalement alignés avec cette idée, puisque nos enfants sont préinscrits dans une école que nous sommes en train de créer pour le moment, et dans cette démarche de travailler en collaboration avec l'Éducation nationale à travers l'idée de créer une académie pilote. Et on rencontre vraiment des personnes ressources et des élus sur notre chemin qui nous montrent vraiment beaucoup d'espoir, qui sont vraiment acteurs dans la recherche en termes de pédagogie nouvelle et qui nous donnent foi en fait en d'autres expériences, voilà, et en le fait que pour nous, de notre point de vue, par rapport aux personnes qu'on rencontre, que ça bouge en fait, ça bouge de l'intérieur et c'est vraiment enthousiasmant, hein, malgré tout ce qu'on vit, je le comprends très bien. Mais nous, ce processus, c'est vrai qu'on l'a vécu un peu en amont, donc on a la chance de pouvoir l'accueillir un peu différemment. Et du coup, là, juste pour finir, on a pu rencontrer Christelle Ferjou, qui est quelqu'un qui est dans la recherche et qui est reliée à l'inspection académique du DAZEN des Deux-Sèvres. Et nous, là, on va présenter notre école au DAZEN la semaine prochaine. Et dans cette idée de co-créer une recherche sur l'impact de la collaboration DAZEN, enseignants, parents sur l'optimisation du développement des enfants, tant dans les familles que dans les écoles hors contrat, mais aussi dans les écoles conventionnelles. Et en fait, voilà, il y a vraiment une démarche de recherche autour de ça. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'amener de l'espoir dans tout ça. Et ce qu'on vit, je le sens vraiment comme une opportunité de se rassembler. Moi, je le vois vraiment dans cette positivité-là. Je ne crois pas en le fait que ça va vraiment se passer dans la réalité. Je sens que c'est plus voilà, quelque chose qui vient déclencher une peur, déclencher un stress. Mais oui, mais comment on peut transformer ce stress-là en prenant soin de libérer ce que ça nous fait à l'intérieur et puis de pouvoir vraiment se rassembler puisqu'on partage des valeurs communes et puis d'œuvrer ensemble pour continuer de défendre nos droits de liberté sans répondre à des injonctions comme celle-ci et de pouvoir continuer à défendre les droits des enfants, les droits des familles, les droits des écoles qui ont le droit de proposer des alternatives différentes. Voilà. Merci Coralie. Je vais essayer une transition vers la deuxième partie de cette réunion, même si vous êtes encore 25 à vouloir vous exprimer voilà, partager vos témoignages. Et c'est très nourrissant et je pense qu'on a tous besoin de s'exprimer, de s'écouter les uns les autres. Donc je vais laisser quand même une ouverture à pas forcément rentrer tout de suite dans le concret, dans le rationnel. Moi d'abord un petit partage qui fera un peu contre-pied peut-être par rapport à tout ce qui a été dit. Moi, passé la phase de stupéfaction et de colère et tout ça, en fait, depuis hier soir, j'ai commencé à voir des choses positives qui sortent de ce qui est en train de se passer maintenant. Et notamment le fait que les gens m'ont découvert que depuis 1882, donc ça fait 132 ans que l'école n'est pas techniquement obligatoire. Vu qu'il va y avoir un débat à ce sujet où le gouvernement essaye de rendre l'école obligatoire et qu'on va voir plein de gens à la télé dire, enfin des gens comme nous passer à la télé et dire mais nous on fait l'UF depuis 5, 10, 15 ans, etc. Les gens vont découvrir en fait qu'il y a des gens qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Donc ce sera une grande nouvelle pour pas mal de gens. Et puis ils verront que visiblement nous sommes des gens sains d'esprit, équilibrés, etc. Et puis du coup l'amalgame effectivement avec l'islamisme et compagnie, enfin le terrorisme ou que sais-je, enfin ça va pas tenir debout visiblement, quoi. Et du coup ça va décrédibiliser pas mal le gouvernement. Enfin je sais pas, je vois plein de choses se passer à l'avenir qui sont plutôt en notre faveur en fait. Donc je me dis qu'il y a potentiellement un effet, se tirer une balle dans le pied qui est là. Et je vois en fait pas mal de choses qui pourraient se passer qui feraient retourner la situation et où même le reste du peuple qui ne pratique pas l'instruction en famille pourrait à un moment donné se dire oui, c'est abusé en fait. J'ai pas envie de forcer ces gens-là à mettre leur enfant à l'école en fait. Quand on écoute une personne comme Emmanuel qui aurait envie de lui dire ah bah tant pis, t'as qu'à pas avoir d'enfant en fait. Quand on écoute une personne comme Valérie, ah bah si, ce serait quand même bien de forcer cet enfant d'aller qui
humainement, en se connectant à l'émotion de Valérie, d'Emmanuel et d'autres personnes comme ça, oserait être aussi inhumain, en fait. Et je pense que ça va révéler encore plus cette face inhumaine du gouvernement qui, depuis une tour d'ivoire, prend des décisions sans avoir rencontré les gens qui sont concernés par cette décision, les enfants en premier lieu, les parents en second lieu, pour écouter leurs paroles et voir comment est-ce qu'ils envisagent la chose si on les force à vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie, quoi. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui me traversent. Et puis, pour faire la transition sur la deuxième partie, donc Marjorie et moi, on racontait un peu voilà, ce qu'on attend raisonnablement, ce qui va se passer. Donc moi, voilà, moi ça m'étonnerait clairement que le président fasse une annonce comme ça sans avoir ficelé un minimum les choses à l'avance. Et donc les personnes qui disent non mais attends, il n'y a même pas encore de projet de loi, ça n'a pas encore été voté. Moi, dans mon esprit, c'est tout comme, en fait. Je veux dire, il a la majorité, il a même l'extrême gauche qui va le soutenir là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il a pas. Je pense qu'il lui manque la majorité LREM de quelques voix, mais peu importe. Enfin, je pense que même les 2/3, même les 3/4 de l'Assemblée va voter pour ça, en fait. Et ensuite, là où j'ai un doute, c'est le Conseil constitutionnel. Comment, dans son esprit, donc j'imagine qu'ils ont quand même 2 coups d'avance et pas juste un coup d'avance. Enfin, ils ont quand même pensé au Conseil constitutionnel. Et c'est là que j'ai un énorme doute. Bon, c'est là que la vision se floute. Comment est-ce qu'il peut être aussi sûr de lui alors que historiquement, le Conseil constitutionnel a toujours préservé ce droit comme étant c'est fondateur de la France et tout, on ne touche pas à l'IEF. Voilà. Donc bon, admettons, ça me rappelle le sketch de Jean-Marie Bigard, bon, admettons, la chauve-souris enragée là, que bon, le Conseil constitutionnel laisse passer ce truc-là, admettons. Et donc là, on en arrive à, techniquement, en 2021, la loi nous oblige, et probablement qu'il y aurait des sanctions de prison, de placement de l'enfant, d'amende, etc., qui nous pendraient comme une épée de Damoclès si on désobéit à ça. Et pourtant, la dernière carte j'ai l'impression qu'il resterait, ce serait d'organiser un mouvement de désobéissance civile à ce moment-là, en ultime recours, si toute négociation a échoué, si on n'est pas écouté, si Emmanuel n'est pas écouté, si Valérie n'est pas écoutée, si toutes ces voix qui disent en fait c'est insupportable pour nous, juste humainement on ne peut pas vivre ça, on ne peut pas se forcer à faire ça. Et l'ultime recours du citoyen dans une démocratie qui lui reste et qui a été étudié historiquement et sociologiquement, et bref, enfin, c'est quand même un sujet sérieux que la désobéissance civile, c'est effectivement l'ultime recours qui nous resterait. Et on vient d'en discuter un peu ce matin avec Marjorie, et puis l'idée qu'on a, c'est de réorienter l'objectif de Enfance Libre qui était de contester l'inspection académique. Bon, du coup, les priorités ont changé, hein. Ça a l'air d'être un problème vraiment dérisoire. L'idée, c'est de contester évidemment ce projet de loi et de réunir toutes les personnes qui se reconnaîtraient dans l'idée que de sérieusement envisager en ultime recours, parce qu'il y a plein d'IEF qui n'envisageraient pas ça, et c'est totalement compréhensible et tout ça, mais que parmi les personnes qui font l'instruction en famille, celles qui envisageraient sérieusement en 2021 de recourir à la désobéissance civile, et de nous réunir dans ce mouvement Enfance Libre qu'on a initié en février 2019. Et donc voilà l'idée. Déjà de nous réunir et ensuite d'envisager c'est quoi les actions concrètes à part frontalement s'opposer à cette loi si elle passe un jour en septembre 2021. Donc voilà pour faire la transition un peu sur le concret, sur comment on envisage l'avenir, sur comment est-ce que chacun d'entre nous voit les choses, et si vous avez aussi des paroles de vos enfants à relayer de comment eux ils envisagent le truc à la rentrée 2021, comment est-ce qu'ils se positionneraient par rapport à ça. Il y a probablement une diversité d'enfants avec une diversité d'idées, peut-être certains qui iront à l'école mais qui resteront libres intérieurement et qui s'adapteront, d'autres qui se disent non, moi il n'y a pas moyen, j'irai pas, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de paroles que vous pourrez relayer qui seraient inspirantes, et de vos enfants et de votre propre parole par rapport à comment est-ce que vous envisagez cet avenir. Voilà, je vais reprendre
le tour de parole dans l'ordre à partir de Florence et vous êtes 55 à vouloir vous exprimer. Ça va être évidemment compliqué. Donc Florence, la parole est à toi. Oui, bonjour. Alors, du coup, moi, je pensais plutôt m'exprimer sur l'autre partie. Donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre là. Je voulais ajouter en fait quelque chose par rapport au... Donc oui, moi forcément au début j'étais scotchée quoi. Je vois encore un formatage obligatoire pour adapter nos enfants à une société qui ne nous convient pas. Donc évidemment, pareil que ce que tout le monde a dit, je suis carrément pas d'accord, évidemment. Et il y a aussi quelque chose qui est venu, il y a en premier, qui a été dit par Clarisse un petit peu. La première chose qui est venue, c'est ah bah oui, forcément, si on oblige tous les enfants à aller à l'école, on va pouvoir les tester Covid, les vacciner Covid sans l'accord des parents. Moi, c'est vraiment la première chose dans l'urgence qui m'est venue, quoi. Et c'est le truc urgence vitale. Oui, l'éducation, ils veulent contrôler l'éducation, d'accord, c'est horrible, mais ils veulent contrôler aussi la santé. Et du coup, la mauvaise santé de nos enfants, quoi. Alors, injecter à tout le monde ce fameux vaccin horrible contre la composition et même ils ne veulent pas nous dire qu'il y a dedans, quoi. Donc, moi c'était la première urgence, en fait. Voilà. Et après effectivement, l'éducation est prête effectivement à la désobéissance civile. Si ça passe par le côté légal, c'est mieux. Mais moi, j'y connais pas grand-chose au côté légal. Les démarches, les slaloms qu'il faut faire pour... Attends, ma puce, j'arrive. Là, je suis en train de parler. On va prendre dans le bûcher. Il y en a encore dans le bûcher. Prends le verre qui est dans la salle dedans. Excusez-moi. J'en étais où donc? Oui, désobéissance civile, là, je suis complètement raccord, quoi. Si ça peut passer par le côté légal et voilà, réussir à faire quelque chose, ok, mais moi, franchement, j'ai pas l'énergie d'aller regarder dans les lois, d'aller voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, où on peut passer, etc. Franchement, là, c'est tellement aberrant, tellement... De toute façon, ce qui est évident, c'est que ma fille n'ira pas à l'école, ça c'est clair. D'une façon ou d'une autre, qu'on s'y prenne n'importe comment, elle n'ira pas, c'est évident. Voilà. Sa réaction, elle a 4 ans, donc sa réaction c'était mais il ne peut pas nous obliger, c'est pas lui qui décide. Donc voilà, avec une espèce d'aplomb et de certitude que, bah voilà quoi. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Tu veux parler? Ah, Cyrielle. Tu veux dire quoi? Rien tout d'un coup? Eh bien, rien. Merci. Merci. Alors, j'invite pour la suite quand même, on vient un peu de se concerter avec Marjorie et l'idée de, pour le coup, vraiment passer à la deuxième phase. Donc, ce que je vous invite, si c'est encore un partage de témoignages à partir de là, plutôt de prendre sur vous et puis qu'on commence vraiment à construire ensemble voilà, comment on envisage l'avenir, les solutions, les actions, les idées, enfin de brainstormer ensemble sur c'est quoi les premières idées qui viennent de choses qu'on pourrait faire pour défendre notre droit. Voilà, donc de vraiment pour le coup passer à la deuxième phase. Et si du coup vous n'avez rien à dire, vous pouvez tout simplement dire je passe. Si vous avez finalement rien à dire, vous pouvez dire je passe. Donc, alors la prochaine personne c'est Ananas Dudu. C'est ça ce que je vois écrit. Après Florence. Alors la personne est peut-être partie depuis. Donc Allô, vous m'entendez? Oui, c'est toi. Oui. Ah. Ouais, c'est mon pseudo un peu bizarre. Salut tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Je suis un peu émue là. Donc effectivement, on va mettre un peu les émotions de côté et passer à l'action un peu. Je sais plus qui c'est qui a parlé, je m'excuse, je sais plus qui c'est qui a parlé de l'école, l'éducation nationale et aussi la construction de son école en parallèle. Et en fait, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est hyper intéressant, c'est beaucoup de combats, luttes, il faut se battre. Et à mon humble avis, je ne pense pas que ce soit des solutions, en fait, mais plutôt rassemblement
Et j'aime beaucoup l'idée de rallier aussi l'éducation nationale à des institutions alternatives et aussi à l'USF et en famille, parce qu'effectivement, il y a aussi des instituteurs et des professeurs qui nous soutiennent dans nos actions. Alors après, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait rallier tout ça. J'entends aussi une maman qui n'a pas la force de s'investir juridiquement, en fait. Et je comprends tout à fait, on n'est pas tous capables de lire les lois, tout ça. Donc, mais par contre, il me semble aussi qu'il va falloir qu'on passe par là, d'avoir un soutien peut-être des avocats, qui, eux, aujourd'hui, ont quand même beaucoup de travail, j'ai l'impression. Et du coup, je vous inviterai peut-être aussi à aller voir le site de l'avocat Carlo Alberto Brussa, qui rassemble beaucoup d'avocats, voilà, qui mettent en œuvre et en lumière toutes les lois qui sont bafouées par notre gouvernement. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant d'aller dans ce sens, voilà. Et après, je rejoins tout le monde. Vraiment, je suis contente de savoir qu'on n'est pas tout seul. Je suis contente. Moi, ma petite Mila n'est pas encore à l'école. Enfin, on ne voulait pas la mettre à l'école de toute façon. Jusqu'à présent, je pensais avoir le temps de réfléchir. Et à l'heure actuelle, en fait, je crois qu'on n'a plus le temps. Alors, il ne faut pas agir dans la précipitation, mais effectivement, il faut qu'on agisse. Voilà. Oui, voilà, association Réaction 19, c'est ça. Merci de Sergine. Je crois que j'ai fini. Merci. Merci. C'est à Claire. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bah, merci beaucoup. Alors, je suis très émue aussi de tout ça, donc c'est un peu, ça chamboule. La première chose qui m'est venue, c'était de la colère, et du coup, j'avais envie de dire, quand j'ai vu le visage de ma fille paniquer, qui n'a que 5 ans et demi, je me suis dit, mais tu n'y retourneras pas. Et je suis prête. Au fait, aujourd'hui, je pense que je suis prête à la désobéissance, dans le sens, si jamais il faut en passer par là, je dirais non. Parce que je lui ai déjà dit, j'ai dit le consentement, c'est la première chose en fait qui est super importante dans notre vie. C'est tu dis non pour un bisou que tu ne veux pas. Et ben si tu ne veux pas aller à l'école, et ben tu diras non. Et on dira non ensemble. Je suis ta maman, mais tu ne m'appartiens pas. Et tu n'appartiens qu'à toi, tu n'appartiens pas à l'État. Donc déjà, c'était la première réaction. Et je pense qu'en fait, je suis prête. Et si vous le faites en masse, je serai clairement des vôtres. Et ensuite, dans un côté plus posé, en essayant de se faire rallier, j'ai passé de longues heures lorsque je militais contre les violences éducatives ordinaires, ce que je fais toujours, à écrire à nos élus. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de tenter des courriers, de sensibiliser, d'essayer de rallier des gens au maximum dans ceux qui sont nos élus encore? Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est du travail jeté à la mer. Je me dis on peut tenter, et je tenterai tout ce qui est à tenter en fait. Aujourd'hui, j'en suis là. Je donnerai mon temps. Je le donnerai avec grand plaisir, parce que c'est l'avenir, quoi. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants à tous. Et en plus, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai fait le choix de devenir auto-entrepreneur alors que je suis maman solo, mais justement pour passer du temps avec ma fille, pour être libre. Et aujourd'hui, ce serait m'enchaîner, parce que ça veut dire qu'en forçant ma fille à aller à l'école, je suis obligée de rester chez moi, alors que ma profession me permet de bouger. Et donc, c'est non. Voilà. Donc, ma voix tremble, je me sens très, très, très émue, mais décidée. Voilà. Merci. Merci Claire. C'est à Nolwenn. Bonjour. Déjà, c'est sympa de vous rencontrer. Au début, je voulais faire un petit témoignage sur mon ressenti et tout, mais du coup, comme je disais à Ramine, on passe à la deuxième partie. Donc, je vais mettre de côté mes émotions parce que je pense que comme tout le monde, c'est un petit peu chamboulé.
ce serait peut-être bien de penser à, bah voilà, déjà qu'on reste ensemble, on reste unis, on reste soudés. Pour moi, il n'y aura pas de scolarisation pour mes enfants. C'est-à-dire que même que ça passe ou que ça ne passe pas, mes enfants n'iront pas à l'école. C'est un choix et comme disaient beaucoup de personnes, toute notre vie familiale, notre vie professionnelle, nos projets sont autour de ça en fait. C'est notre vie quoi. Du coup, voilà, donc ce serait intéressant peut-être de contacter et de faire un listing de toutes les personnes qui ont fait l'IEF. Je pense aux personnes politiques, je pense à certains. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui sont entre guillemets au-dessus de nous, qui ont plus de possibilités d'atteindre des objectifs plus facilement que nous, juste parents. Et du coup, je pense que ce serait intéressant. Je sais que sur le site de l'association L'Uni, je crois qu'il y a un listing comme ça de personnes qui ont fait l'IEF. Enfin, il y a des écrivains, il y a même des personnes politiques qui ont fait l'IEF, etc. Ils le font peut-être plus pour leurs enfants, mais eux l'ont fait. Et donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir leurs avis aujourd'hui. 2 petites secondes. Je branche mon ordi parce que sinon, on va être coupé. Hop. Et voilà, comme disait, je sais plus, je crois que c'était Claire, des lettres et des lettres à nos députés, mais même à la mairie, essayer de rallier le plus de monde possible à la cause, parce que finalement, c'est pas que l'IEF qui est mise à faute, c'est notre droit, c'est notre liberté d'être, notre liberté de devenir, nos libertés individuelles, collectives et tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est entravé. C'est aujourd'hui, ce sont nos choix, ce sont nos libertés, c'est pas juste l'IEF. Voilà, donc bon, voilà, je suis en colère, je suis triste, je suis chagrinée, il y a trop de choses, quoi. Je vais m'arrêter là, du coup. Sergi. Sergi, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour. Voilà, ben écoutez, moi déjà la première chose c'est qu'il y a une question d'état émotionnel et psychologique, c'est-à-dire que je nous entends, on est tous beaucoup bouleversés, puis on se retrouve un peu en mode survie finalement. Quand j'entendais Marjorie et d'autres dire moi-même j'y pense, je suis à moitié canadienne, à moitié française, ben on s'en va, voilà, on se sent vraiment dans le fuir, combattre ou rester figé. Je trouve ça difficile aussi de justement retrouver une place parce que c'est d'abord d'où on part en fait pour agir. Du moment où on se sent déjà acculé, pas bien, ils ont un peu gagné quelque part. Donc notre colère, comment on peut déjà la transformer? Et puis je pense qu'on a besoin peut-être aussi de se réunir là-dedans pour partir d'une place où on se sent dans notre pouvoir et pas juste en réaction. Et puis c'est de savoir aussi où est-ce qu'on met notre énergie, parce que moi, plusieurs l'ont témoigné aussi, je ne sais pas si j'ai l'énergie de me battre contre, l'énergie de partir dans un combat légal. Voilà, donc où est-ce qu'on met notre énergie pour que vraiment nous on puisse vibrer la joie et construire quelque chose en fait, plutôt que de s'épuiser là-dedans. Se battre contre ou se soumettre, c'est un peu les deux polarités que je ressens. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre façon de faire où on se bat mais pas contre quelque chose et où on ne se soumet pas non plus? Parce que vous disiez, bon, on fera la désobéissance civile, mais c'est compliqué. Moi-même, je me suis fait arrêter par la police parce que je n'avais pas le masque devant l'école. Les gens ne réagissent pas, on se retrouve tout seul face à la police. Mon fils a eu peur, vous voyez ce que je veux dire? Donc si demain on se dit si ça passe, on désobéit, oui, mais s'ils viennent nous enlever nos enfants, etc., jusqu'où on est prêt à aller, même en termes de conséquences pour nous et pour nos enfants. Alors, ça pour moi, c'est le point de départ, en fait, de quelle place on part et comment on peut vibrer la joie et essayer de trouver une façon où on n'est pas dans cette binarité. Voilà. Et enfin, je dirais, pour passer à l'action, je pense qu'effectivement, il faut se décloisonner. Ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne tout le monde. Et on peut agir sur tellement de points. Et c'est peut-être de voir justement qui est prêt à
investir dans tel ou tel volet, comme par exemple, ben oui, les élus, comme par exemple, c'est vrai que le collectif d'avocats Réaction 19 est super intéressant. Il y en a un autre aussi dont j'ai oublié le nom que je pourrais remettre plus tard. Mais c'est aussi la police. C'est aussi parce que dans tout, quels que soient les corps de métier, ce sont des humains avant tout. Et dans toutes les sphères de la société, il y a des gens qui sont encore dans cette l'État paternaliste, on dépend d'eux, etc. Ils savent ce qui est bon pour nous. Et les autres qui n'en peuvent plus non plus, que ce soit les policiers, que ce soit dans l'éducation nationale. Donc, d'arriver peut-être à sortir juste du volet IEF, mais effectivement, d'aller vers, enfin, pas contre le système, mais de sortir de ce système et en se ralliant, en sortant enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a déjà des policiers, par exemple, qui ont écrit à Réaction 19 en disant qu'ils ne voulaient plus porter le masque, qu'ils savaient que ce n'était pas légal, que ce n'était pas légitime, que ça. Donc, de ne pas rester enfermé juste dans le volet IEF. Je pense qu'on aura beaucoup plus de portée, non seulement pour le volet IEF, mais aussi pour tout ce qui se passe en ce moment, parce que ce qui se passe, c'est global. Je pense qu'on l'a tous compris ici. L'éducation, c'est juste une brique du reste. Ça s'attaque à la santé, ça s'attaque aux anciens, ça s'attaque au travail, parce que plein de gens là vont perdre leur travail. Donc, voilà. Comment on peut décloisonner et... Sergine, je ne sais pas si tu es au courant du timer. Voilà. Donc, c'était ça mon point. Ok. Merci. Alors, c'est d'abord à la famille Legrand et ensuite ce sera à Gaël. Donc, allez-y, famille Legrand. Oui, vous m'entendez? Alors, j'entends plus rien. Moi. Alors, bonjour. Ok, merci. Oui, moi, ce que tu viens de dire, Sergine, ça résonne beaucoup en moi. J'avais envie de parler de l'épuisement aussi des familles. Voilà, nous, ça fait 8 ans qu'on fait l'école à la maison, ça fait 8 ans qu'on se bat. Donc, je suis très émue aussi de tout ce que j'ai entendu. Voilà. J'avais envie aussi de parler du coup de comment envisager l'avenir par rapport à la désobéissance. Ça demande encore une sacrée dose d'énergie. Est-ce qu'on est prêt à l'avoir? Voilà, en même temps, c'est une évidence qu'on n'a pas envie de sacrifier toute notre vie pour ça non plus. Donc, ce que j'avais envie de dire de positif par rapport à l'inspection, c'était qu'on avait quand même réussi à avoir des résultats positifs de dialogue, de négociation pour faire reconnaître le unschooling. Même si on a tous les ans droit à des tests et tout ça, on a quand même réussi à obtenir une certaine liberté. Donc, il y a quand même peut-être pour cette année encore quelque chose à discuter à ce niveau-là, même si voilà, on a beaucoup de lassitude aussi. Et j'avais envie de souligner aussi que peut-être qu'un axe qui serait intéressant, ça serait pour rendre public notre cause, c'est que ça peut toucher n'importe quelle famille. On l'a vu avec la maman tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée. On est tous concernés par ça en fait. À n'importe quel moment de la scolarité de nos enfants, pour du harcèlement, pour du mal-être, parce que pas chaque famille est concernée par ce droit-là. Donc, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse le mettre en valeur, parce que ça concerne tous les parents, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. C'est à Gaël. Ouais, ok, merci Amine. Je vais essayer de faire vite. Moi, tout d'abord, ça a été la sidération parce que ça a été le même jour que l'annonce de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 1er avril par 26 voix sur 46 votants, alors qu'il y a 577 sièges de députés. Donc moi, j'étais, ok, je fais quoi? Je priorise l'IEF ou autre chose? Je m'interroge aussi sur la question de la visibilité dont tu as parlé tout à l'heure, parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité du peuple, entre guillemets, des gens lambda. On le voit bien sur le port du masque. C'est des complotistes, c'est des gens d'extrême droite. Enfin, il n'y a aucune étude de terrain sur qui sont les gens qui refusent que leurs enfants portent le masque à l'école. Donc, je m'interroge vraiment si on aura une visibilité pour se faire entendre.
Moi, je crois beaucoup à la voie du droit. C'est en tout cas la voie que moi, j'ai envie d'expérimenter par moi-même en saisissant toutes les institutions possibles, hein, défenseurs des droits, médiateurs des enfants, les médiateurs d'éducation nationale, etc. Ça, c'est le choix que moi, j'ai envie de faire. Je me sens assez sereine. J'ai une bonne capacité d'écriture. Donc, moi, l'action que je voulais proposer, c'était de rédiger des courriers types que qui veut peut s'en emparer, le personnaliser et l'envoyer donc effectivement aux députés. Moi, je crois qu'il faut quand même les sensibiliser dès maintenant parce que c'est pas quand le texte de loi seront parus que, voilà, à mon avis, ça sera trop tard. Même si je pense que voilà, les députés ne sont pas vraiment de notre côté. Hein. Si on rappelle les chiffres, l'abaissement d'instruction à 3 ans a été voté par 95 députés en voix pour et 11 voix contre, et le Sénat l'a voté à l'unanimité. Voilà, donc ça serait aussi donc, la voie du droit et la voie de la presse. Donc, est-ce que quelqu'un connaîtrait un bon avocat en droit constitutionnel? Je me suis renseignée, c'est vraiment ça qu'il nous faut, c'est des gens qui sont spécialistes du droit public et notamment du droit constitutionnel. Et puis, faire un dossier de presse très complet, montrant d'ailleurs le panel de ce que c'est que l'IEF, c'est-à-dire qu'on a des gens dont les enfants sont malades, on a des gens dont les enfants sont handicapés, qui choisissent l'instruction en famille, on a des gens qui sont en réaction parce que leurs enfants ont vécu de la maltraitance ou sont en phobie scolaire, on a aussi des gens, on a eu plein de témoignages, hein, qui se sont organisés en famille. Par exemple, je sais pas, moi c'était mon cas, en tout cas, quand j'ai su que j'étais enceinte de ma fille, je me dis ok, je ferme mon cabinet, je transfère mon activité sur Internet. Donc montrer qu'il y a aussi des gens, voilà, qui sont des acteurs économiques de notre pays et qui se mettent au service de leurs enfants pour, au départ peut-être c'était juste pendant 1 an, puis tout le temps jusqu'à la maternelle, et puis en fait leur volonté c'est de continuer à vivre ce lien en famille. Tout au long de la journée et pas simplement vite fait le matin et vite fait le soir, quoi. Voilà. Merci Gaëlle. C'est à Virginie. Virginie. Oui. Vas-y Virginie. On ne t'entend pas bizarrement. Tu as ton micro ouvert, mais on ne t'entend pas. Comment ça se fait? Tu dois avoir un problème de micro, ma chère Virginie. Est-ce que tu peux débrancher ton casque et essayer peut-être? Non, on t'entend toujours pas. Si tu débranches le casque peut-être, ça basculera sur le micro de ton ordi, non? C'est ce que tu viens d'essayer? Bon. Eh bien, désolé, problème technique. On passe à Julie. Julie Guide. Bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer aussi, comme les autres ont dit, de passer directement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ok, merci. De passer directement à l'idée de comment réagir. Alors, du point de vue émotionnel et en même temps dans l'idée de réaction, il y avait trois choses en moi qui sont arrivées. C'était fuir, on s'en va, mais on abandonne un combat. On abandonne des droits pour lesquels il me semble juste de se battre. En tout cas, de mettre une énergie en mouvement. Aujourd'hui. Et je ne sais pas si on m'entend toujours. Ah. On t'entend. Pardon? Vous m'entendez? Ok. Donc, la deuxième, la première réaction qui m'est arrivée, c'est justement la tétanie, puis après la fuite, enfin l'idée de fuite, et ensuite l'idée entre guillemets d'attaque, donc d'action. Je me suis rendu compte que finalement, c'était le cerveau reptilien qui parlait, puisqu'on était pas mal sur le niveau émotionnel, et je me suis dit, il faut qu'on passe outre ça, et justement l'idée d'action. Donc, puisque c'est celle que je retiens, qui n'empêche pas certaines autres possibilités
d'idées d'expatriation, de ce genre de choses, n'empêche pas de continuer à poursuivre des actions. Alors, ce que j'entendais, ce que j'avais envie de souligner, qui me semble être utile comme information par rapport à la raison pour laquelle l'IEF a été interdit en Allemagne, c'était comment dire, mon mari m'a apporté cette information-là que je ne connaissais pas, c'est que l'IEF a été interdit en Allemagne à partir de... C'est sous Hitler, en fait, que ça a été interdit, et c'était vraiment dans une idée de contrôle. Donc, c'est Florence qui le citait, qui disait « La meilleure façon de contrôler un peuple et de le contrôler complètement, c'est de lui retirer un petit peu de liberté à la fois pour rogner ses droits par des milliers de réductions minuscules, presque imperceptibles. De cette façon, les gens ne verront pas qu'on leur retire des droits et des libertés jusqu'au point où ces changements ne pourront plus être inversés. » Voilà, ça, c'était quelque chose, je trouvais... qui peut-être devait être mis en lumière justement dans un dossier presse. Ça, c'est plus pour... voilà. Donc, moi, ce que j'entendais, c'était l'idée du dossier presse, qui me paraissait le fait d'être visible, etc. Donc, de là, il me semble important d'avoir un message commun, d'avoir une... parce que c'est clair qu'on peut rassembler des gens autour de cette quête, si je puis dire, de liberté, de cette défense de la liberté. Néanmoins, il ne faut pas non plus que les idées, que ce qui est défendu soit déformé. Dans le sens où je ne voudrais pas, enfin, entre guillemets, je ne voudrais pas, c'est l'idée que j'ai. Ah, pardon, je déborde. Voilà, donc effectivement, je vois qu'il y a plusieurs volets. Pour moi, la visibilité, la presse, la défense au niveau du droit et justement le constitutionnel, et aussi mettre en œuvre des actes personnels isolés par des courriers, par des contacts avec nos dirigeants. Voilà. Et merci de nous permettre de nous exprimer. Merci à toi, Julie. Alors, c'était à Rich G, j'imagine Richard, peut-être? Oui. Oui, on m'entend? Oui. Ça marche? Ça s'appelle comment? Ouais, c'est Charlotte en fait. Hein. Richard, c'est mon compagnon. Okay. Donc moi, je voulais juste suggérer quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très connu. J'en ai entendu parler, je crois, il y a 10 jours de ça. C'est l'histoire de la souveraineté. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui est possible, sur lequel on peut... Ouais, en fait, j'étais à la réunion qui parle donc de appel à tous les citoyens du monde et aux êtres humains de la planète Terre, donc par rapport à la souveraineté qu'on pourrait exister en tant qu'être humain et sans obéir au système, qu'on pourrait choisir en fait. Donc, je sais pas, voilà. Si quelqu'un a des pistes un petit peu plus par rapport à ça. Je sais pas si toi tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Si tu veux... Mon compagnon a regardé un petit peu aussi par rapport à ça. En fait, pour moi j'ai les pistes, mais elles sont en anglais et pour moi, c'est vraiment nouveau pour nous aussi, pour moi. Et oui, je n'ai pas creusé assez profondément pour vraiment dire les choses, mais tout ce que j'ai entendu, tout ce que je vois, en fait, une chose pour dire que il y a les choses autour de la souveraineté qui est un peu nul, quoi. Les gens qui un peu abusent l'histoire aussi. Alors, pour vraiment chercher pour les bonnes pistes, en fait. Et j'imagine il y a une suite avec les... on peut mettre les pistes, partager les pistes plus tard aussi. Mais on veut montrer ça comme piste possible pour... Ouais. Ils ne peuvent pas entendre un discours pareil. Ok. Bon, il va qu'on passe à la prochaine personne? Ouais. Non, c'était juste une piste en fait, comme ça on n'en sait pas beaucoup. J'étais à une réunion là-dessus. Donc on pourrait choisir en fait d'obéir ou pas si on s'identifie à notre numéro de SIRET
on pourrait apparemment choisir de s'identifier à notre carte d'identité ou pas, en fait. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ça pourrait être une piste à approfondir. Voilà, c'était juste pour lancer le truc. Merci. Alors, il me semble que j'ai envie de privilégier des personnes qui ne sont pas encore exprimées. Il me semble que Clarisse, tu t'es déjà exprimée, si je ne me trompe pas. Donc, ce serait plutôt à Virginie. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Attends, oui, j'ai une Ah, bah, c'est bon, ça on marche. t'entend. Super. Bon, c'était assez frustrant, c'est marrant, parce que ça m'a vraiment fait revivre un peu le même processus, là. C'est cette espèce de sentiment de ne pas avoir le droit à la parole, justement. Donc, c'est assez c'est marrant comme métaphore. Alors, voilà, justement, moi, c'est surtout ça qui est ressorti, en fait. C'est cette espèce de droit, en fait, que l'État s'autorise à avoir sur nos enfants et sur leurs choix et sur voilà. Donc ça c'est marrant, ça a comme réveillé quelque chose en moi. Et c'est ça surtout que, enfin, alors j'ai deux axes moi que je voudrais aborder aujourd'hui. Le premier, c'est justement peut-être que ce serait l'occasion pour nous de sortir un petit peu de l'ombre. Je sais pas si le mot c'est l'ombre, mais en fait comme si un petit peu on faisait ça un peu dans notre coin, tous, pour sûrement, enfin tous des bonnes raisons en tout cas. Et en fait, ce serait peut-être le moment de se montrer au jour et de montrer qu'on est là, pourquoi on est là, pourquoi on fait ses choix, et ce qui permettrait peut-être aussi de fédérer, et fédérer même ceux qui vont à l'école et qui le font pas par choix et qui le font un peu par force, justement. Et je me dis que c'est peut-être intéressant aujourd'hui de leur montrer qu'il y a une autre voie. Et voilà, j'imagine qu'il y a un paquet d'enfants aujourd'hui qui sont malheureux à l'école, et que ça pourrait donner aussi, montrer à leurs parents que c'est possible. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans voilà, ce que je voulais dire. Donc ça, c'est le premier axe. C'est plutôt pour le avant. Moi, je pense que ça peut être vraiment important comme le disait Sergine, je crois, de vraiment qu'en fait, ça ne concerne pas que nous, finalement, que c'est encore une liberté qui veulent nous prendre, et de rassembler au-delà des gens qui sont et des enfants qui sont en IEF, rassembler tout le monde. Voilà. Et le deuxième axe, on parlait de désobéissance civile. Et moi, j'avais une autre idée, parce que c'est vrai que cette désobéissance me chagrine un petit peu, parce que c'est aussi nos enfants qui seront en première ligne, et que, comme on le disait, ça peut entraîner quand même le fait qu'ils nous les enlèvent, qu'ils les placent, etc. Et moi, ça me dérange un peu. Et je me disais, à l'inverse, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est au contraire les mettre à l'école, tout en alors ceux qui sont bien sûr d'accord, tout en leur disant, vous faites ce que vous voulez là-bas. Et à l'inverse, d'être contre le système, ce serait plutôt d'entrer dans le système pour le changer de l'intérieur, et montrer, pareil, par le biais de nos enfants, qu'ils peuvent aller à l'école et aussi faire leurs propres choix, et aussi aller contre ce qu'on leur demande, et montrer aux autres enfants aussi que c'est possible. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée et comment ça peut se mettre en place, mais je me disais que ça pourrait être intéressant plutôt d'être toujours dans la lutte, de plutôt entrer dans le système et inverser la vapeur, quoi. Voilà, parfait. 3 minutes. Merci. Merci. Alors, Greg, je pense que tu as demandé la parole en écrivant un T plutôt qu'un P, mais j'imagine que tu voulais prendre la parole. Greg, tu peux passer si jamais je me suis trompé. Non, apparemment, tu n'es plus là. Alors, je vais passer à... Je déroule le chat. Alors, Iriar Oyer. Bonjour à tout le monde. Alors, rapidement, bon, pour ce qui est de l'émotionnel, bien sûr, ça m'a fait un choc comme tout le monde. J'ai passé les gros des émotions plutôt les années précédentes, parce que j'ai 3 enfants en IEF. Les 2 plus grands de 16 maintenant et 13 ont eu 2 contrôles négatifs. Donc, on s'est battu pour ne pas aller au second contrôle. Donc, les grosses émotions et le travail d'affirmation vis-à-vis de la machine éducation nationale, je l'ai vécu grandement ces 2 dernières années.
Du coup, l'annonce là, bien sûr, m'a fait l'effet d'une bombe, mais le côté émotionnel, moins. En plus, ça s'inscrit, je trouve, dans l'évolution actuelle de tout ce qui nous arrive. Juste pour rajouter, donc, pour ne pas faire redondance, mais je pense que c'est quand même effectivement au niveau juridique qu'il faut faire le maximum. Bon, moi, j'y connais pas beaucoup, malheureusement, mais quand on s'y penche à force, c'est ce qui nous est arrivé. Mais, on découvre qu'on a des droits et que malgré toutes ces imperfections, il y a des belles lois aussi en France et des choses qui nous protègent, même si on voit bien que ça arrangerait pas mal de gens de les faire tomber. Donc, il y a certainement cette histoire de collectif d'avocats où il faut foncer, à mon avis. Après, j'ai mis un petit post parce que je ne savais pas si j'aurais le temps, mais je me suis inscrit, moi, suite à mes déboires, il y a quelques mois à l'EDA. Et toutes les discussions et les remarques que j'entends sur aujourd'hui, on les avait, des choses similaires vraiment avec plein d'autres gens à l'EDA. Et comme c'est des associations qui ont de la bouteille, qui ont un service juridique aussi performant, je les connais très peu, hein, et j'ai rien à vendre, mais voilà, l'EDA, l'AIA, UNI, toutes ces associations-là ont du poids aussi, je pense, ont aussi un passif, elles se sont déjà battues juridiquement face à l'État pour défendre les morceaux, pour empêcher que les petites réductions qui se font petit à petit, comme l'histoire des 3 ans, comme cet été, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, on est jusqu'à 18 ans, c'est plus 16 ans. Il faut, entre 16 et 18 ans, il me semble, être inscrit à une formation ou à la NPE, enfin, équivalent. Voilà, toutes ces choses-là, il y a eu déjà des combats, donc des gens qui s'y connaissent bien et qui peuvent aussi peut-être nous aider et certainement se fédérer à nous ou nous à eux. Enfin, à mon avis, c'est une grande force. L'idée de Virginie qu'elle vient d'évoquer, j'ai bien aimé, entrer à l'école, essayer de faire changer l'intérieur. Bonne chance quand même à nos enfants qui feront ça parce que il se trouve que je suis enseignant, donc j'essaye aussi de faire changer l'intérieur en tant qu'enseignant et surtout en essayant de considérer les enfants que j'ai en cours comme mes enfants à moi qui sont en IEF. Et c'est compliqué. Il y a des choses à faire, mais vraiment le changer comme ça, j'ai du mal à y croire pour de vrai, quoi. Le système dans son ensemble a une telle pression et une telle non-bienveillance, à mon avis, que c'est très difficile. Et il y a une telle quantité de pression et de moyens de pression sur les enfants quand ils ne se conforment pas à la moindre des choses, ne pas être présent, être en retard, ne pas faire son travail, ne pas avoir son stylo comme il faut, etc. À chaque fois, ça leur retombe dessus quand même. Alors, c'est dur. Les enfants libres à l'école, il faut qu'ils aient vraiment une grande personnalité et déjà fait un grand travail sur eux, à mon avis. Voilà, j'avais quoi d'autre à dire? C'est le bip qui donne l'heure peut-être? Oui, ben voilà. J'espère qu'il y a quand même assez de démocrates républicains ou en tout cas des gens qui croient aussi, qui sont élus et qui peuvent nous appuyer aussi. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Merci. Merci. C'est à Augustin. Augustin, est-ce que... Oui. C'est bon, vous m'entendez? Alors, on vous entend. Je ne suis pas Augustin, je suis la maman d'Augustin et de Clémentine. On est en IEF. Moi, j'étais sidérée et au début, j'ai cru que c'était une blague en fait. Voilà, ça c'est pour l'aspect entre guillemets émotionnel, mais je me suis vite rendu compte que ça n'en était pas une. Donc, pour passer sur les détails émotionnels et sur le fait d'agir, moi je propose de prendre des rendez-vous, enfin, d'écrire des lettres aux députés et sénateurs et de prendre des rendez-vous et d'y aller avec les enfants. Ce qui leur permettrait aussi aux enfants d'apprendre ce qu'est qu'une démocratie, un député, un sénateur, et ce qui montrerait aux sénateurs ce que c'est que l'IEF, c'est-à-dire d'apprendre sur le terrain. Voilà. Éventuellement aussi il y a certains van-lifers qui ont ont des abonnés qui sont plus nombreux que 50 000 familles, que 50 000 enfants en IEF, donc essayer de voir avec eux, puisqu'ils sont la plupart en IEF,
voir s'ils peuvent soutenir une diffusion de cette problématique de l'IEF. Et la troisième chose, c'est que la désobéissance, moi je suis à 100% pour. Le seul souci, c'est que les informations préoccupantes, nous on en a fait l'objet pour une des raisons l'IEF. Et c'est beaucoup de tension, beaucoup de prise de tête et beaucoup de tension pour nos enfants. On en est sorti voilà, ça dure très longtemps, parce que nous, ça dure 18 mois. Et du coup, on retombe sur le même, sur la même notion et pire que l'inspection de l'académie. Voilà. Et après, moi, j'avais une interrogation, c'est cette année, si c'est la dernière, est-ce qu'ils vont, alors je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, est-ce qu'ils vont maintenir les inspections pour les enfants, ou pour nous? Et si oui, est-ce qu'ils ne vont pas s'en servir pour évaluer nos enfants, pour savoir dans quelle case et donc dans quelle classe ils vont les injecter l'année prochaine? Voilà, c'est mon questionnement sur l'inspection, sur l'inspection, les inspections cette année. Je ne vois pas bien comment ils vont naviguer. Il y a des gens qui ont des réponses, voilà, je suis preneuse. Merci. Merci. C'est à Aurélie. Et il nous reste à peu près 10 minutes ensemble, donc je vais encore prendre 3 prises de parole. Et puis ensuite, on va conclure. Moi, j'ai déjà parlé, donc du coup, il passe à quelqu'un d'autre. Merci Aurélie. Alors, je déroule, et c'est à Amélie et Sébastien. Ok, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez? Très bien. Très bien, ok, ça marche. J'avais mis un petit post en fait dans le chat. Bon, là, on va passer sur le côté émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et tout ce que ça peut engendrer. Moi, j'aurais besoin, en fait, personnellement, quand on parle de désobéissance civile, qui est un choix, de bien appréhender les conséquences, parce que, voilà, comme je l'ai mis, bon, il y a une vidéo qui m'a inspiré il y a quelques temps, enfin, de tous les débats autour de la CNV et tout ça, mais je crois que ce choix de la liberté, en fait, mais est-ce que je choisis finalement en connaissance de cause et en ayant bien appréhendé les conséquences en fait de mon choix, c'est-à-dire est-ce que j'ai plus peur en fait des conséquences? Quand je vous entends parler, il y a ça, c'est-à-dire j'ai bien compris les conséquences de la désobéissance civile et donc je les accepte aujourd'hui avec qui je suis. Donc ça pour moi c'est important de bien cerner en fait pour justement enlever au maximum la peur par rapport à ça, parce que c'est de la peur en fait, hein, enlever nos enfants, aller en prison, devoir de l'argent. Donc ça c'est une première chose. Je crois que je touche moi mon ignorance par rapport à vraiment cette organisation en fait pyramidale et au niveau de la loi en fait, de comprendre aussi vraiment quel recours on a, à quel niveau, de quelle manière en fait on peut agir pour bien appréhender les choses aussi justement par rapport à ce choix ultime de désobéissance civile. Et puis j'aimais bien quand on faisait quand je participais à cette commission politique EDEC, je crois plusieurs niveaux en fait. Parce que des fois, on a envie, nous, d'agir vraiment local, parce qu'on connaît des gens, parce qu'on touche certaines personnes, parce qu'on peut parler aux gens qu'on côtoie. Et après, je pense qu'il y a aussi plusieurs niveaux, au niveau régional et au niveau national, qui sont des niveaux différents. Et peut-être certaines personnes se sentent d'agir en fait à un niveau et pas à un autre, pour des raisons de connaissance, pour des raisons, on va dire, de facilité, voilà, de niveau géographique et autres. Donc, je pense qu'il y a aussi une structure en fait d'intervention qui est au niveau géographique et local et au niveau aussi des strates en fait de notre organisation au niveau du pays, quoi. Parce que je vois beaucoup de choses et je vois aussi, bah voilà, il y a Félicia, je suis en lien aussi, il y a des choses qui ont été mises en ligne, je crois, dès ce matin ou hier. J'ai vu que quelqu'un qui souhaitait prendre la parole par rapport à ça. Comment on structure vraiment ça? Je pense que fondamentalement, c'est ça qui est complexe. C'est comment on structure ça, ce qui ne nous empêche pas après, de notre côté, par rapport à nos convictions, aussi d'agir, mais aussi de se regrouper. Mais c'est complexe en fait de se regrouper, on le voit, mais trouver une sorte d'intersection commune au regroupement, et après ça n'empêchera pas chacun en fait d'agir comme il le souhaite, quoi, pour porter le message, quoi, qui bien sûr va au-delà de cette juste liberté éducationnelle et qui touche en fait toute la liberté finalement au niveau du pays. Voilà ce que je souhaitais dire en fait. Merci.
Merci Sébastien. Il me semble que c'est à Virginie, à part si tu es déjà passé, je ne sais plus. Je suis passée, ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord. Merci. Hop, ah, pardon, j'ai oublié hop. Après. C'est alors Emmanuel aussi, il me semble. Non, c'est une autre. Je pense que c'est une autre Emmanuel. Oui, en fait, vous m'entendez? Oui, si vous avez une vidéo, c'est encore mieux, si vous pouvez l'activer. En fait, désolé, on n'a pas de caméra. Pas de souci. Donc, en fait, moi, je m'appelle Philippe. Nous avons quatre enfants. Écoutez, on est aussi un peu bouleversés, mais on a envie d'avancer et de se battre par rapport à ce qui se passe. Alors, je veux remercier tout le monde déjà par les interventions multiples qu'il y a eu. On se retrouve beaucoup en vous tous. On a tous les mêmes convictions et je trouve que si on devait un peu conclure ces échanges, je ne veux pas te prendre ta place, Ramine, mais en tout cas, je trouve on a tous des dénominateurs communs. Et peut-être qu'il faudrait qu'on arrive tous ensemble à se concentrer dessus. Le premier dénominateur commun qu'on peut avoir, c'est qu'on connaît tous les bienfaits de l'IEF et du respect que cela apporte à nos enfants, de leur singularité, leur précocité, le rythme d'apprentissage naturel dans lesquels on les aide aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a malheureusement un autre dénominateur commun, c'est combattre cette loi, à notre sens, liberticide. Donc en fait, j'aimerais aujourd'hui ou dans les jours qui viennent qu'on puisse répondre à une question tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Comment on peut se réunir? J'ai entendu des mots forts, moi qui me parlent beaucoup, le rassemblement, l'alliance, comment on peut se rallier. Et j'ai peur un peu dans ce genre de combat qu'on parte un peu dans tous les sens, parce que je sais qu'il y a l'instruction en famille, qu'il y a le unschooling, qu'il y a des écoles démocratiques, des écoles alternatives, que certains parents se dissocient, se désolidarisent de l'unschooling par rapport à l'IEF, etc., etc. Et du coup, je trouve que cette idée enfin en tout cas ce combat de cette nouvelle loi liberticide assujettissante permettrait en tout cas à toutes ces associations, à toutes ces formes d'apprentissage libre, de pouvoir se réunir et de se réunir de manière intelligente. Donc, n'y aurait-il pas à créer quelque chose ou ne faudrait-il pas trouver des coordinateurs qui puissent nous aider à travailler et à combattre cette loi? Moi, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je voudrais qu'on passe vraiment à une forme de cohérence, d'intelligence collective au service de la liberté de nos enfants. Voilà. Donc, si on peut travailler tous ensemble sur cette idée-là, une création, est-ce qu'on ne peut pas rassembler, unir des enseignants, des juristes, comme je l'ai entendu dire, des écrivains, des spécialistes, des politiques, des élus, en une seule et même force pour pouvoir combattre cette loi? Et je suis d'accord vraiment avec la désobéissance civile. Aujourd'hui, c'est impossible, en tout cas en ce qui nous concerne. Il va falloir qu'ils viennent chercher nos enfants à la maison. Et moi, je les attends. Voilà, c'est hors de question. Et je voudrais envoyer un message fort à tous, il ne faut pas baisser les bras. Il faut qu'on arrête de rigoler, il faut qu'on pèse lourd dans cette France qui va nous obliger, en tout cas en ce gouvernement qui veut nous obliger à... Je suis désolé, je commence à être ému et en colère, il faut que je passe aussi la colère. Il y a un temps de colère, j'en vais avoir un temps de colère, mais il faut qu'on soit constructif, c'est pour ça que je fais cette proposition-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Eh ben, il reste une personne sur la liste de parole, c'est assez fou. C'est Sandy. Ah, quoique, bon, il y avait aussi Dorothée, désolé Dorothée, et puis on n'aura pas... Allez, disons que ce sont les deux dernières prises de parole, Sandy et Dorothée, et puis après, il y aura un mot de conclusion de Marjorie et peut-être moi. Il y a une enfant qui voulait prendre la parole aussi, c'est écrit dans le chat. Ah, alors oui. Et il s'appelle Emmanuel aussi. D'accord. Alors, vas-y d'abord, Emmanuel, si tu es prête. Emmanuel qui a 9 ans. C'est à toi. Tu es toujours avec nous? Vas-y, Laetitia, on t'entend maintenant. Oui, bonjour. Je laisse la place à Emmanuel. Merci. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui, alors je laisse la place à Emmanuel. Merci de lui donner la parole. On n'entend que des adultes là jusqu'ici. Je vais la laisser parler. Parfait.
C'était pour dire Attends, vas-y, parle plus fort. C'était pour dire Parle plus fort. Tu te qu'à la rapproches. maison, Rapproche-toi et parle plus fort. c'était pour dire que grâce à l'école à la maison, on a pu voyager pendant 1 an et on a pu rencontrer 22 familles et on a vu plus et grâce à l'école à la maison, on a pu voir plus d'enfants et aller les voir chez eux. Et voilà. Donc, et on peut plus voir ses frères et sœurs chez nous. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste ajouter que Emmanuelle, depuis le début de l'année, elle fait partie d'un petit club de journalisme. Je suis à Tours. Alors, Emmanuelle a fait partie, à un moment donné, à faire un essai dans l'école démocratique de Tours que vous connaissez, Ramine, puisque vous êtes venue à un moment donné. Elle y est restée 15 jours, ça c'était mon choix. Et après, on a fait IEF suite à ça. Ça a fait donc la 4e année. Et là, au début de l'année, on a découvert ce petit club de journalisme qui est piloté, en fait, qui est parrainé par l'école de journalisme de Tours. Voilà, donc Emmanuelle est officiellement reporter de ce petit club. Ce qui est vachement intéressant, c'est que les élèves de l'école de journalisme à Tours sont parrains de ces jeunes. Et Emmanuelle est tout à fait OK pour faire un petit reportage sur l'instruction en famille, pour aller voir ses copains, pour prendre son carnet, son crayon, et puis on va réfléchir à comment on peut effectivement amener ce sujet-là et amener à raconter ce que c'est l'IEF. Alors, elle a parlé de notre expérience de voyage. Effectivement, on a voyagé entre 2018 et 2019 à travers la France. Voilà. Et sur le temps court qui nous est imparti, voilà ce qu'on a à dire. Mais j'avais vraiment envie, et merci de donner la parole à Emmanuelle, parce que c'est d'abord eux les premiers acteurs de l'IEF. Voilà. Et puis juste terminer sur un mot, on parlait des personnalités qui ont fait IEF. Moi, je pensais simplement à André Stern, qui fait des conférences un peu partout. Sa prise de position, sa prise de parole pourrait être vachement intéressante. Voilà. Merci. Merci Emmanuelle et Laetitia. On va terminer avec Sandy, Marjorie et Dorothée. Donc Sandy d'abord. Sandy, tu es avec nous? Voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà, pardon. Donc bonjour à tous. J'aimerais reprendre là, sur la nécessité vraiment de tous réussir à s'unir, quel que soit le fait qu'on soit une schooler, qu'on fasse vraiment l'école à la maison de façon enfin, voilà, comme à l'école. Et les gens aussi qui ne sont pas non-sco, enfin, tous les autres, vraiment qu'on a réussi à trouver le moyen de se réunir et oublier nos différences et travailler là-dessus. Je pense que Félicia peut vraiment, qu'on a peut-être intérêt à vraiment tous rejoindre Félicia et à se réunir sous cette fédération. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Moi, j'avais travaillé déjà un peu lors de l'école de la confiance, enfin, lors de la loi sur l'école de la confiance. Je sais à quel point c'est difficile de réunir toutes les associations déjà entre elles et de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. Est-ce que ce sera possible cette fois? Je l'espère. Après, je pense aussi qu'il serait vraiment important de travailler au niveau européen et même plus, parce que lorsqu'il y a eu la loi pour l'école de la confiance adoptée, en même temps au Portugal et dans d'autres pays européens et même, enfin, je veux dire même au Québec, les lois pour restreindre nos libertés, elles ont été votées en même temps, vraiment pendant la même période. Les mots sont quasi les mêmes, donc je pense que c'est vraiment important de travailler au niveau européen et peut-être qu'on peut trouver donc davantage de soutien justement. Je pense aussi qu'il est important d'essayer d'interpeller des personnalités, que ce soit du monde de la parentalité, des psychologues, enfin vraiment
de chercher toutes les personnalités qui pourraient nous soutenir. Après, je pense aussi qu'au niveau du droit, il ne faudrait peut-être pas se limiter au droit français. Justement, au droit européen, il y a des pistes peut-être à trouver là-dessus. Donc, c'est vrai que l'appui d'avocats vraiment spécialisés serait hyper important. Après, nous, au niveau personnel, il est clair que tant que mon fils ne voudra pas aller à l'école, il n'ira pas. Je lui ai en effet la promesse et ça, je le tiendrai. Donc voilà. Et, enfin, en tout cas, je trouve ça vraiment super de voir tous ces gens qui se mobilisent, quels que soient nos horizons, et j'espère qu'on y arrivera. Mais bon, comme tu l'as souligné, je pense qu'ils savent déjà très bien comment ils vont faire. J'espère aussi surtout que ce n'est pas une technique pour nous faire accepter l'inacceptable et que les assos et certaines personnes accepteront des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal et qu'il n'y aura aucun compromis sur l'école à la maison. Voilà. Merci. Déjà pour dire, je suis un peu fatiguée de porter Emmanuel, ça va? Faut accepter la frustration on peut pas tout avoir, c'est pas possible. On a pris ce qu'on avait dit. C'est du matériel vous attachez les filles, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à l'éteindre. Il y a d'autres personnes qui sont. Non, c'est que Emmanuel Savin, mais c'est toute une famille, je pense, qui sont ensemble. Ah voilà, c'est bon. Ça y est, t'as la parole, Marjorie. Ok, merci. Je voulais juste vous dire pourquoi je porte des lunettes. Donc, je me suis opérée les yeux et j'ai les yeux fermés depuis tout à l'heure, donc c'est pas évident d'être hyper alerte et concentrée quand on a les yeux fermés. Et j'avais quand même. Là, tu vois quoi comme balade? Parce qu'il est moins le quart. La désobéissance civile. Oui, parasite. Une seconde. Ça fait une balade trop longue. Je n'arrive pas à couper votre micro d'Emmanuel Savin. Si vous pouviez couper votre micro. Non, il y a... Ça y est, c'est fait apparemment. Alors, j'avais envie de m'exprimer un peu sur la désobéissance civile. C'est pas fait en fait. C'est pas vrai. Alors, je suis désolé, mais je vais. Voilà, je vous ai mis en salle d'attente en attendant. Ok, merci. Voilà, je me disais, moi, quand je m'imagine faire la désobéissance civile en septembre 2021, si je me place dans une projection lointaine, c'est assez mental et du coup, je sens que je suis assez sereine et que c'est OK et qu'on y va et je sens qu'il y a la MIA qui est là. Et en même temps, je me dis aussi que le jour J, je ne sais pas ce que mes tripes vont faire et surtout, je ne sais pas comment va réagir notre petit garçon qui aura 4 ans et demi à ce moment-là. Et donc, j'ai la sensation qu'il y a comme, pour moi, 2 plans possibles et 2 plans d'action à mener. Oui, toutes les actions pour que la désobéissance civile se passe. Et en même temps, personne n'a vécu la désobéissance civile. Personne ne sait comment le gouvernement va dérouler sa machine compresseur et surtout la machine répressive, en fait. On a bien vu comment ils l'ont fait avec les Gilets jaunes. Donc, je garde tout ça en tête. Et je me dis, ouais, peut-être que cette désobéissance civile va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois et qu'ensuite la pression sera tellement forte qu'on va vivre un enfer. Et je ne sais pas comment c'est vivre cet enfer. Et je ne sais pas comment Zeya, lui, va vivre cet enfer. Et donc, moi, j'ai besoin, en tout cas, c'est ce que je disais ce matin à Ramine, moi, mon action, elle va se situer sur 2 plans. Désobéissance civile d'un côté et porte de sortie que je prépare au cas où la pression est trop forte, où ça vient me broyer humainement et dans mon niveau familial. Et ben, en fait, ma porte de sortie, j'ai besoin de la préparer. Donc, porte de sortie, pour moi, c'est quoi? Et là, peut-être que chacun aura une porte de sortie différente. C'est créer une école alternative qui me permettra de mettre Zeya et tous les copains avec qui on fait l'unschooling à Pour en ce moment, de pouvoir être protégés avec une institution, entre guillemets, scolaire qu'on aura créée, qui sera une façade pour pouvoir les protéger et protéger notre cocon familial à un endroit, voire une porte de sortie qui serait l'exil. Mais en tout cas, c'est pour l'instant que 2 portes de sortie là que j'envisage. Ça se prépare aussi. Et donc, moi, je vais mener des actions sur ces 2 plans-là, quoi. Je prépare 2 choses en parallèle parce que j'ai envie d'être réaliste aussi, que la désobéissance civile, je ne l'ai jamais vécue dans mes tripes.
et qu'elle ne me concerne pas que moi, en fait. Elle concerne un enfant de 4 ans, elle concerne des enfants de tous les âges, et je ne peux pas prévoir comment ils vivront la désobéissance civile, et j'ai pas envie de les embarquer contre... Voilà, donc j'avais envie de poser ça, quoi, aussi. Merci. C'est à Dorothée, et puis après, je ferai un mot de clôture de cette réunion. Vas-y, Dorothée. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Merci. Alors, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que vraiment, on peut essayer de travailler à tous les niveaux. D'une part, d'un point de vue individuel, faire tout ce qu'on peut, parce que c'est vrai que là, ça touche à nos enfants. On a envie de se battre pour eux. Moi, mon fils, quand je lui ai annoncé la nouvelle hier, il m'a dit, mais maman, prends le téléphone, appelle le président tout de suite et tu dis que je ne suis pas d'accord. Et voilà. Et j'ai dû lui expliquer, mais tu sais, je ne peux pas téléphoner au président comme ça. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Donc, je lui ai dit, mais tu sais, je vais faire tout ce que je peux. Et je lui ai dit, bah, demain, voilà, il y a une réunion. On va regarder déjà, je vais regarder la réunion. On aura plusieurs cerveaux. On va voir ensemble ce qu'on peut faire. Et on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour essayer d'offrir aux enfants ce choix, justement, de la liberté d'instruction. Donc, je pense qu'on peut travailler déjà au niveau individuel, mais aussi vraiment à plusieurs niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Voilà. Déjà, j'ai vu au niveau individuel, il y a l'association UNI qui propose de participer à un projet de communication pour montrer à tous ce que les enfants en IEF font au quotidien. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas isolés, nos enfants, ils font des activités, ils font des choses. Donc, on peut déjà faire des petites vidéos, faire des photos et à la fin mettre merci, mon enfant en IEF va bien ou mes enfants en IEF vont bien. Donc, voilà ce que j'ai commencé également hier à mettre en place. Ensuite, Ramine, je trouve ça vraiment super. Enfin, voilà, Ramine et Marjorie, merci vraiment d'avoir regroupé tout le monde déjà. Enfin, voilà, ce petit groupe-là aujourd'hui, c'est voilà, vraiment à travers ces petits moments comme ça qu'on peut vraiment mettre tous les cerveaux en communication et avoir beaucoup d'idées. Et aussi, le fait de faire aussi ces petites vidéos avec les enfants, offrir la parole aux enfants, je trouve que voilà, ça peut aussi voilà, nous permettre de nous sentir unis aussi. Donc, ça, voilà, je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, oui, bien sûr, des actions collectives aussi dans le fait de, par exemple, moi, j'ai une maman qui m'a contactée en me disant, j'aimerais bien qu'on se rencontre, voilà, qu'on fasse plus de rencontres au sein vraiment de notre ville, par exemple, tous ceux qui pratiquent l'IEF. Donc là, la situation fait que on a vraiment envie de se réunir. Donc peut-être essayer déjà dans notre village, dans notre département, de se réunir en concret, donc discuter ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on va faire un courrier aux députés? Est-ce qu'on fait des courriers individuels ou des courriers collectifs? Il y a une personne tout à l'heure qui se proposait de faire des courriers, des modèles. Donc, vraiment, ce serait vraiment top parce que pas tout le monde a ces capacités-là de faire des courriers. Donc, oui, moi, je suis preneuse en tout cas, voilà, peut-être soit des courriers individuels, soit des courriers collectifs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Donc, je trouve ça vraiment bien. Et aussi, par rapport à la désobéissance civile, voilà, enfin, vraiment, la dernière chose qui resterait à mettre en place, c'est vrai que ça fait peur. Je pense que tout le monde a vraiment peur. Et surtout, ce terme désobéissance, en fait, ça fait un peu scolaire, en fait. À l'école, on obéit ou on n'obéit pas. Et donc, la désobéissance, c'est vrai que c'est un terme qui fait un peu, voilà, on sort un peu du cadre, on se met un peu à l'écart. Donc, peut-être changer ce terme de désobéissance, voilà, qui fait vraiment peur, en fait. Voilà. C'est comme dans la société, quand les gilets jaunes, ils se battent, voilà, on dit, oh, eux, c'est les gilets jaunes. Voilà. Et du coup, après, voilà, il y a eu les gilets rouges. Bref, c'est vrai que si on peut éviter de ce terme de désobéissance, on n'est pas en train de désobéir, on est en train d'essayer d'offrir la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est aussi la possibilité de faire des choix. Voilà. Et c'est ça que Macron, il veut nous imposer. Enfin, voilà, notre président, il veut nous imposer son choix à lui. Il n'y a plus d'autres possibilités. C'est, voilà, l'école obligatoire pour tous. Voilà. Et ça, c'est pas la liberté. Et les valeurs de la République reposent en premier, bien sûr, sur la liberté. C'est pour ça qu'il y a eu la révolution. Voilà. Merci.
Bon, je vais essayer de conclure cette réunion qui a été tellement riche que c'est difficile de voilà, comment conclure. Hop, pardon. Alors, donc après avoir voilà, récolté toutes ces premières réactions, je pense que c'est important ce qu'on a vécu de se connecter les uns avec les autres, rien que de se sentir unis et connectés à un certain endroit, reliés. Et je pense que la première partie de la réunion a beaucoup produit de ce type voilà, d'énergie commune dont on a besoin ensemble. Et après, dans le concret, il y a eu plein de choses qui ont été proposées. Peut-être qu'en grosse synthèse, il y a un volet, on va dire, du droit, du juridique. Il y a un volet du conflit politique qui est directement l'individu et ses représentants qui négocient le cadre dans lequel on veut vivre. Et donc, tout ce qui est... ce qui va se passer à l'Assemblée nationale et après ce qui pourrait se passer dans le réel, dans la rue, voilà, les enfants qui iraient à l'école ou les parents qui voudraient plus mettre leurs enfants à l'école, tout ça, ça fait partie j'ai envie de dire, du même volet. Après, il y a le volet médiatique qui est de montrer effectivement la face positive de l'instruction en famille, de montrer toutes ces personnes qui s'expriment et qui ont tous les témoignages justement qui sont apparus aujourd'hui. Rien que cette vidéo va être un des outils. Les enfants qui s'expriment. Donc là, il y a la principale action que moi je suis en train de coordonner aujourd'hui, c'est j'ai reçu une vingtaine de vidéos pour l'instant d'enfants qui expriment leur réaction par rapport à ce projet. Et donc l'idée, c'est de compiler toutes ces vidéos et elles sont envoyées, donc des vidéos de 10 secondes pour qu'on puisse avoir suffisamment de paroles qui s'expriment, à envoyer à mouvement.enfance.libre@gmail.com que je vais envoyer à tout le monde dans la réunion. Voilà, et puis j'ai un cinéaste qui réalise des documentaires, donc un professionnel qui s'est proposé comme volontaire pour monter cette vidéo. Voilà, un maximum de témoignages à récolter. Peut-être que j'ai oublié un volet, donc il y a le médiatique, il y a le politique, il y a le droit. Et puis après, l'importance de continuer à réfléchir ensemble comme ça, à se connecter, ce qui éveille des envies de part et d'autre, des uns et des autres, voilà, d'agir à leur niveau. Il y avait Greg, je ne sais plus, c'était Philippe peut-être, je ne sais plus, qui avait dit qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. C'est ça en tout cas qu'on peut faire tous ensemble, c'est de continuer à se réunir régulièrement et à réfléchir ensemble. Et donc là, on a besoin d'outils de communication. Donc, je vais tous vous rajouter à une mailing list qui existe déjà. Même si vous n'êtes pas forcément militant de Enfance Libre, ça ne veut pas dire que vous le deviendrez en étant dans cette mailing list, mais c'est une mailing list qui s'appelle militantenfancelibre@googlegroups.com. Et ça, je vais tous vous ajouter. Bien sûr, vous serez libre de la quitter. Il suffit si vous avez envie de la quitter, il suffit d'une petite manipulation simple. Et en tout cas, ça, c'est là où on communiquera de manière privilégiée tous ces rendez-vous sur Zoom qu'on va organiser peut-être, je ne sais pas, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on a besoin de se connecter assez fréquemment et intensément. Et donc, les réunions seront annoncées, les prochaines réunions sur Zoom seront annoncées par ce canal. Qu'est-ce qu'il me restera encore à vous partager? Il y a aussi un groupe Facebook qui s'est créé, qui s'appelle Non à la suppression IEF, qui est modéré par une personne qui a créé ce groupe. Et ce groupe Facebook est très actif et permet aussi la communication plus large avec des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, etc. et qui s'unissent tous autour de ça. À savoir aussi que moi, je suis en contact avec d'autres responsables d'associations, donc Uni, Laïa, Félicia, Leda. On s'est créé un groupe WhatsApp et Facebook où on est en train de communiquer sur comment est-ce qu'on se positionne face aux médias, politiquement, etc. Donc, comment est-ce que toutes ces associations se réunissent pour agir collectivement. Donc, il y a une mobilisation collective qui est en train de commencer à s'organiser. Enfin, c'est très, très frais. Hein, donc, pour l'instant, c'est un peu juste des discussions un peu chaotiques, mais on va arriver à quelque chose, je pense. Donc, voilà, il y a plein de choses plein de directions qui ont commencé à emprunter. Peut-être que la seule où, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de perspective là maintenant, c'est des professionnels de la politique
qui interviennent à l'Assemblée, qui interviennent au Sénat et qui sont complètement de notre côté, qui ont bon, habituellement, alors c'est plutôt et c'est là que ça va être peut-être un peu difficile à accepter pour certains, mais c'est plutôt c'est pas vraiment du côté de la gauche qui est plutôt dans un paradigme étatiste où c'est l'État qui doit s'occuper de l'éducation des enfants en premier lieu. Donc c'est pas trop de la côté de la gauche et encore moins de l'extrême gauche que ça va être possible de trouver des alliés. Et habituellement c'est plutôt du côté de la droite, donc notamment les Républicains, que ce serait éventuellement possible de trouver des sénateurs et des députés qui ont un fond libéral de manière générale et libéral dans le sens liberté individuelle. Et c'est en général ce genre de députés et de sénateurs qui soutiennent voilà, en premier lieu dans liberté, égalité, fraternité, qui sont vraiment axés liberté, quoi. Et ne sacrifions pas la liberté individuelle, et c'est plutôt ce genre de personnes qui vont probablement nous soutenir. Donc ça restera encore à trouver, mais je pense que les associations d'IEF ont leur petit réseau déjà. Voilà ce qui se profile de comment on pourra faire, faire équipe pour résister, oui, les mots désobéissance, résistance, etc. J'entends ce que ça évoque. En même temps, il y a une longue histoire de très positive de désobéissance, depuis Henri David Thoreau, en passant par les personnes, les femmes qui sont descendues dans la rue pour défendre leur droit à l'avortement et qui avaient avorté de fait et qui, du coup, étaient dans une forme de désobéissance à l'époque. Il y a eu le mouvement anti-OGM qui sont directement allés dans les champs et qui ont couché des champs d'OGM et qui ont mis la lumière, du coup, sur cette... Il y a Cédric Héroux qui héberge des migrants illégalement et qui a réussi à obtenir gain de cause à la fin dans la justice, etc. Enfin, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui ont permis des avancées. Et puis, je n'ai même pas mentionné les pacifistes des années 20 jusqu'aux années 60 qui ont refusé le service militaire, donc qui ont désobéi à l'obligation de s'entraîner à tuer. Moi, j'ai l'habitude de dire que, tout comme je n'ai pas envie de participer au service militaire pour m'entraîner à tuer, je n'ai pas envie que mon enfant aille à l'école pour s'entraîner à obéir. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, une formule qui a résonné avec pas mal de monde, quoi. Et donc, la désobéissance, dire non, ça peut être un oui, en fait, derrière. Et attention à ces mouvements positivistes qui sacrifient parfois un pan du réel à force de vouloir être tout le temps positif, j'ai envie de dire presque de manière dogmatique, en disant non, il faut dire que des choses positives. C'est une forme de non, en fait. C'est un non au non, justement. Et c'est un sacrifice de tout un pan de l'existence humaine qui a résisté, qui s'est opposé, qui a dit non et qui a fabriqué des choses très positives, parce que dire non à l'autre, parfois, dire non à l'État, c'est se dire oui à soi-même. Et donc, il n'y a pas une sorte de... Voilà. J'invite à la pensée complexe et à la diversité de tous les possibles, et un nous qui commence à sacrifier tout un pan de l'expression possible, j'ai tendance à m'en méfier. Et oui au positif et oui au négatif. Voilà. Écoutez, je pense que, je ne sais pas si Marjorie, tu as encore envie de dire un dernier mot. Juste, non, j'avais envie de m'exprimer sur le mot désobéissance, mais on aura l'occasion. Je pense que là, ça suffit. Ouais. Et j'étais ravi d'ailleurs de tout cet échange, des doutes, etc. Évidemment de la porte de sortie qui est à prévoir. Enfin, c'est à faire intelligemment, rien n'est à faire brutalement. En fait, je pense qu'on est tous dans un paradigme de pensée complexe qui va au-delà de je viens, j'affirme une vérité et puis voilà quoi, à la vie, à la mort. Donc la pensée dogmatique comme ça, je pense j'ose espérer qu'on est tous au-delà de ça et qu'on est prêt à s'accueillir tous les uns les autres dans nos points de vue différents, etc. Et qu'il y aura des désobéissants à l'avenir, forcément, parce qu'ils seront dans cette veine-là. Et il y aura des personnes qui ne désobéiront pas et qui auront d'autres moyens d'action, d'autres manières de faire face à cette situation. Et je pense que toute la diversité à accepter et ce qui nous unit pour le coup, cette colonne vertébrale qui nous unit tous, c'est que nous ne souhaitons pas que ce projet de loi passe. Voilà pour ce qui est de la conclusion. Et je vous donne rendez-vous du coup bientôt pour une autre réunion. Ce sera annoncé du coup sur la mailing list à laquelle je vais tous vous ajouter. Voilà.
À bientôt les amis. Je pense que vous pouvez tous ouvrir vos micros pour qu'on se fasse un au revoir général. Un merci général. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au Super, revoir. merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.